Le côté business, le côté affaires, c'était un mal nécessaire. On pense business dès la conception du projet. Trouver une associée ou un associé, ben ça prend des gens qui partagent tes valeurs. C'est tellement négligé, puis c'est la gestion de la prod, c'est un des lieux où les studios se pètent la gueule. Donc, tu peux pas faire un jeu juste parce que t'aimes ça. Il faut que tu fasses un jeu parce qu'il y aura un marché pour ton jeu. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Could Be Better, le podcast fait par et pour les professionnels du secteur du jeu vidéo et de l'industrie créative numérique au Québec et partout ailleurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet central, mais souvent mal compris dans l'industrie, comment bâtir et gérer un studio de jeux vidéo comme une entreprise et pas seulement comme une suite de projets créatifs. On va parler de stratégie, de décision, de décision business, de partenaires, de contrats. On va faire un aparté sur les contrats après. Et surtout de ce qui va permettre à un studio de durer dans le temps, dans une industrie exigeante et en constante évolution, notamment encore plus ces dernières années, avec les évolutions post-Covid. Mais on aura l'occasion d'en parler. Et pour ce faire, j'ai la chance de recevoir Pierre Moisin. Salut Pierre. Salut, ça va bien? Très bien, et toi? Oui, merci. Je vais quand même te présenter, mais je n'étais pas sûr d'avoir besoin de te présenter. Je pense que tu es connu ici au Québec, au Canada, puis même à travers le monde. Je vais quand même te présenter pour ceux qui te connaissent un peu moins. Pierre, tu es un des pionniers de l'industrie du jeu vidéo ici au Canada et à travers le monde. Gestionnaire et entrepreneur aguerri. Tu cumules plus de 30 ans d'expérience en affaires et dans le jeu vidéo. Ça commence bien là, j'ai hâte de dire la suite là. Tu as notamment été vice-président de Megatoon, plus connu maintenant sous le nom de Behavior. Président fondateur des studios Art Media, producteur chez Ubisoft, ici à Montréal, puis vice-président stratégique corporatif chez Frima pendant plus de 9 ans, une période durant laquelle Frima est devenu le plus important studio indépendant au Canada. Et ça ne s'arrête pas là, là. Tu as également développé un vaste réseau d'affaires à l'international. Tu organises depuis de nombreuses années maintenant des missions pour les studios et entrepreneurs du jeu vidéo en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. J'aurais pu dire le monde là. Tu es absolument partout et tu as présidé aussi, pour ceux qui savent un peu moins, mais le conseil d'administration du Cédrin. Et tu accompagnes aujourd'hui de nombreux et plusieurs entrepreneurs à titre de conseiller principal au CEIM. Et on est dans les bureaux aujourd'hui, merci à eux de nous recevoir. C'est vraiment le fun. Et rapidement sur ton parcours, ton background plus académique, tu as une formation internationale en droit des affaires et en droit des affaires. En droit, pardon, tu apportes une vision, tu sais, pour moi aujourd'hui qui est vraiment cruciale, on travaille ensemble, donc qui est vraiment pertinente et cruciale à la croisée du jeu vidéo, du business, la stratégie et des contrats aussi. Tu as accompagné beaucoup de gens là-dedans, puis nous les premiers là. Donc je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Puis comme je t'avais dit un peu en off-regard avant qu'on commence, je pense pas qu'on ait le temps de tout traiter ce que je voulais te poser comme question. Il y a tellement de choses que j'ai envie de te poser, mais on va déjà faire ce bout-là, puis on verra pour la suite. Rapidement, pour donner un contexte un peu pour l'épisode, à quoi va ressembler le squelette de l'épisode, on va notamment parler de comment structurer et gérer un studio sur la durée, comment prendre des meilleures décisions business, comment aborder les relations avec les publishers et les partenaires, et comment éviter les erreurs qui fragilisent les studios, ou qui potentiellement les détruisent aussi. On a vu beaucoup, notamment dernièrement, je pense qu'on compte plus le nombre de studios qui naissent à l'année, qui naissent et qui disparaissent. Donc c'est super intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus, ton input. Euh, L'intro était assez longue là, le but c'est de te faire parler toi, pas moi. Donc Pierre, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, j'avais vraiment hâte d'enregistrer cet épisode. Et puis pour commencer, je vais te laisser la parole et te laisser nous dire avec tes mots à toi à quoi ressemble aujourd'hui ton quotidien, ton day-to-day, tes missions et ton rôle. Oui, merci Rexino de cette belle introduction. Alors, ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie. J'ai commencé en 1993. J'étais à ce moment-là avocat en droit des affaires internationales. Puis on m'avait approché chez Megatoon, qui était un tout petit studio. Les jeux vidéo, à l'époque, c'était vraiment à ses premiers balbutiements. Et puis, Megatoon, ben, il y avait un créatif, Guy Boucher, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, qui créait des personnages absolument hallucinants. Puis, il y avait David Weiser, qui était très connaissant de la culture américaine. Puis, à un moment donné, on a eu un gros contrat avec WordPerfect, qui était à ce moment-là le monopole du traitement de texte, avant que Word existe, ça fait longtemps. Et puis, ils avaient eu des difficultés dans la négociation. Puis, ils m'avaient approché comme avocat. Puis moi, ben, j'étais toujours attiré par les créatifs. J'étais un musicien avant de rentrer en droit. Mon groupe est rentré au conservatoire. Moi, j'ai eu un gros deuil. Fait que j'ai toujours eu un côté givré, comme ils disent. Et puis là, ben, je me suis retrouvé avec ces créatifs-là, qui étaient vraiment extraordinaires. Puis
David avait dit, une façon pour toi, Guy, de faire connaître tes personnages, c'est de faire du jeu vidéo. Alors, on se lance, et puis là, un contrat de 2 millions nous tombe sur la tête. Ça n'arrive pas tous les jours. Rien que ça. Et donc, j'ai renégocié le deal parce qu'il y avait des lacunes. Et puis, ils m'ont dit, joins-toi à nous, on te donne des actions, c'est parti. Puis, ils étaient un tout petit studio. Alors, moi, j'enseignais à l'Université Laval. J'étais dans un gros cabinet d'avocats. Et je faisais une maîtrise en relations internationales à McGill, en plus de celle que j'avais avant. Et j'ai tout lâché, puis j'ai dit, j'y vais. Ma mère m'a dit, tu vas ruiner ta vie pour des petits bonhommes. Mais moi, mon rêve, c'était d'être avec des créatifs, puis de faire le tour du monde. Déjà, à 14 ans, j'étais abonné au monde diplomatique, puis je m'intéressais au monde entier. Fait que donc, je me suis rendu là, puis c'est devenu très rapidement le plus important studio au Canada. On était le plus rentable. Et puis, on s'est rendu jusqu'à la vente à Rémi Racine, qui est encore aujourd'hui le CEO de Behavior. Fait que donc, j'ai commencé comme ça dans l'industrie. Et puis, depuis, ben, ça fait 30 ans. Alors, j'ai eu plusieurs startups et on va pouvoir en parler. Ouais, je suis vraiment curieux. Je connaissais moins ton passé de musicien aussi. Là. On n'a pas assez discuté, il faudra qu'on en parle plus là. Oui. Mais très cool. Mais écoute, je pense que sans transition, on va commencer un petit peu par le vif du sujet. C'est par notre premier acte, et justement, j'ai hâte de voir, comme tu dis, à travers toute l'expérience que tu as pu avoir et tous les studios, que, toi-même en tant qu'entrepreneur, mais ceux que tu as pu accompagner aussi. Oui. Quand tu regardes justement tous ces studios ou entreprises en général, mais surtout studios principalement, que tu as vu naître, grandir ou disparaître, tu as dû en voir un sacré nombre depuis tout ce Oui. temps. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence, selon toi, entre un studio qui dure et un studio qui s'épuise plus rapidement qu'un autre? Oui. Bien, une chose qu'il faut mettre au clair, c'est que les startups, ici au CEIM, Centre d'entreprise et d'innovation de Montréal, on aide des startups en innovation. Puis, on voit beaucoup de statistiques sur les startups. En soi, une startup, c'est une organisation fragile. C'est un petit écosystème qui fait un peu un pari sur l'avenir en prenant le pouls d'un marché quelconque, puis en se disant, moi, ce que je vais inventer, ça va être différent, puis les gens vont l'acheter, puis on va régler des choses. Tu sais. Souvent, là, au MIT, j'avais suivi une formation, puis il disait, What's the pain you're solving? Quelle douleur tu guéris, puis comme ça, ton produit va fonctionner. Donc, a priori, c'est déjà fragile, puis après 5 ans, la plupart des startups sont décédées, mortes et enterrées. Donc, jeux vidéo, il y a une particularité, c'est que souvent, ce ne sont pas des gens d'affaires. Ce sont justement des beaux créatifs avec des rêves, avec une imagination débordante. Puis, c'est comme si le côté business, le côté affaires, c'était un mal nécessaire. Et j'ai souvent entendu des gens me dire, ça ne m'intéresse pas en tout. Ouais. Alors là, tu leur dis, ben, écoute, d'accord, peut-être que ça ne t'intéresse pas, mais très rapidement, la réalité va venir à toi, puis tu vas avoir grand intérêt à t'y intéresser. Donc, déjà, le jeu vidéo en tant que tel, comme sorte d'industrie, ben, c'est déjà que des startups sont fragiles, jeux vidéo l'est encore plus à cause du désintérêt de plusieurs gens d'affaires qui ne sont pas des gens d'affaires, justement, qui disent, moi, je vais faire un jeu. Ouais. J'ai vu beaucoup, moi je fais un coucou aux copains du camp où je travaille aussi en tant qu'on accompagne des entreprises technologiques, des startups technologiques aussi là. Tu sais, genre des stats, je peux t'en sortir plein aussi là. C'est des 9 startups sur 10 qui échouent au bout des 3 ans, qui ferment. Voilà. Dans le jeu vidéo, c'est genre souvent, j'ai fait des ateliers, j'ai animé des panels aussi et je commence souvent par là, tu sais, pour quand je leur parle parce que on oublie que, tu sais, un jeu vidéo à la base, ça reste un produit et un studio reste une entreprise. Voilà. Faut faire de l'argent, hein, tu sais, faut la Exact. tenir et dans le temps. Si tu veux pas, tu peux faire un jeu, le sortir sur Steam et puis t'amuser, mais dans ce cas-là, tu fais ça gratuitement pour le fun. Et je suis complètement d'accord avec toi. Ça. Justement, en parlant de projet, justement, à quel moment, selon toi, un studio doit arrêter de penser, donc, pardon, je reviens un peu en arrière, donc un des critères pour toi à prendre en compte, c'est vraiment la partie business. Et je pense que je l'ai vu aussi. Je pense que les studios qui durent dans le temps et ceux qui durent un peu moins, tu as cet aspect business vraiment. Et outre le fait d'aller à des événements là, on s'entend, c'est vraiment gérer, structurer une entreprise. Je pense que c'est là où je mettrais le doigt aussi. Tu sais. Oui. Donc, justement, pour faire écho à ma question d'après, c'est à quel moment, selon toi, un studio doit arrêter de penser juste projet créatif et commencer à penser entreprise? Tu me parlais du camp tout à l'heure où tu œuvres présentement. Tout à fait. Il y a quelques années, j'ai donné une conférence au camp, un atelier. Ok. Puis le titre, c'était Game Design et Marketing, Ok. 2 inséparables. Et là, les gens dans la salle disaient, ben, le marketing, tu commences une fois que le jeu est fini. Et ça, c'était le conventional wisdom, la règle du pouce. Puis là, je leur disais, ben non,
c'est dès le début, parce que ton projet, tu l'inscris dans un écosystème. Puis souvent, les gens disent, ah, moi, les first-person shooters, j'adore ça. Puis j'ai une idée extraordinaire pour faire un jeu qui va être bien plus le fun que les jeux que j'aime d'habitude. Puis tu dis, OK, très bien, tu connais ça. Alors, qui sont tes compétiteurs, par exemple? Puis là, souvent, ils vont dire un espèce de jeu qui a coûté 50 millions. Puis ils vont dire, ah, ça, c'est mon compétiteur. Puis tu dis, mais là, toi, là, en ce moment, tu es en train de bootstrapper. Là, ça, c'est l'expression à la mode. Tu sais, bootstrapper, c'est tu es plongeur dans un restaurant, puis le soir, tu travailles sur ton jeu avec ta gang, puis il y en a d'autres qui travaillent dans la vente de chaussettes. Et puis finalement, donc, tu ne peux pas faire un jeu juste parce que tu aimes ça. Il faut que tu fasses un jeu parce qu'il y aura un marché pour ton jeu. Puis ça, identifier son marché. Puis souvent, je leur dis, ben, justement, les jeux, c'est quoi les jeux qui ressemblent aux tiens, puis que, d'après toi, ce que tu vas faire va être meilleur? Identifie-les, essaye d'avoir quelque chose quand même, un budget raisonnable, réaliste, parce que tu ne pourras pas compétitionner avec les AAA. Tu es un indie, là. Alors là, je les invite à faire ça. Puis donc, on pense business dès la conception du projet, selon moi. Ah ouais, parce que je ne peux que t'appuyer là-dessus aussi là. Tu sais, j'ai vu que Lovelace aussi, là, ça fait beaucoup d'études de marché maintenant et pas mal de choses là-dessus. Et on a beaucoup de studios qui viennent nous voir. Ouais, mon compétiteur, j'ai n'importe quoi, c'est Fortnite. Je veux toucher 10% des joueurs de Fortnite. Ouais, ça veut tout et rien dire là. C'est genre, est-ce que tu as les capacités à sortir un jeu de Fortnite? Rien que ça pour commencer. Ouais. Déjà, ça remet un peu les pieds sur terre. Donc, ouais, complètement d'accord avec toi. Je pense que tu as un petit peu répondu déjà, mais quelles erreurs de gestion, c'est outre la partie tu sais, marketing, selon toi, revient le plus souvent chez les étudiants en démarrage? Est-ce que j'ai quelques points là-dessus aussi, mais je voulais avoir ton avis, genre Ouais. vraiment sur la gestion pure du studio. Tu sais, il démarre à 1 ou 2 ans, qu'est-ce qui. Déjà, avoir une bonne équipe. Hmm. Dans un monde idéal, des gens qui se connaissent déjà. Souvent, j'ai vu des grands succès. On s'est connus au secondaire, puis on jouait un MMO ensemble. Puis aussi, c'est parce qu'il y a plusieurs fonctions, hein. C'est toujours une équipe. Puis comme mon père m'a toujours dit, une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Alors, il faut avoir une sorte d'esprit de corps, une entente sur les valeurs. Hein? Pourquoi tu fais ça? Tu sais? Est-ce que tu fais ça parce que tu te cherches un job, ou est-ce que tu fais ça parce que c'est ta passion? Fait que typiquement, on va chercher des gens passionnés, mais qui vont couvrir aussi le spectre des fonctions. Souvent, j'ai vu des groupes de programmeurs, exemple. Puis là, je leur disais toujours, faites attention, les programmeurs font presque toujours des jeux moches, qui sont laids, parce que ça ne vous intéresse pas. Tu sais. Fait que, adjoignez-vous des gens qui sont créatifs, puis qui vont vous créer des univers attrayants dans lesquels on va faire de l'immersion, puis on va être bien. Tu sais. Puis donc, il faut combler ces fonctions-là, puis idéalement, dès le départ, que quelqu'un ait une préoccupation business. Parce qu'il va falloir faire des contrats avec les employés. Dès le début, là, une des erreurs que les gens font tout le temps presque, c'est on sépare les actions, Hmm. puis là, souvent, est-ce que, tu sais, on dit, OK, on est 4, on prend 25 chacun. Puis là, tout à coup, il y en a 3 qui travaillent comme des déchaînés, puis l'autre qui dit, ah, j'ai pas le temps, je suis parti en voyage. Pas le temps. Puis là, tout à coup, les gens deviennent un peu frustrés. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ça, tu sais? Tu ne les mérites pas, tes actions. Là. Fait que donc, si tu n'as pas une structure juridique, genre une convention entre actionnaires, tu vas te retrouver dans des cul-de-sac où les gens vont dire, moi, j'ai droit à mon 25 j'étais là au début. Puis là, les autres vont dire, ouais, mais tu n'étais jamais là, faisais 10 heures semaine, nous, on faisait 60. T'sais. Fait que donc, structurer juridiquement l'affaire, avoir des bons contrats d'emploi, et puis s'entendre sur les valeurs, puis avoir donc, c'est ça, quelqu'un qui a ce souci-là. Comptabilité aussi. Oui. Il faut tout de suite mettre en place un système comptable. Surtout, il y a des crédits d'impôt qui, malheureusement, ont été baissés pour 18 000 et moins, fait que ça fait mal aux startups. Là. Mais il faut quand même, tenir sa comptabilité bien à jour. Puis là aussi, commencer à regarder les programmes gouvernementaux. Où est-ce qu'on peut aller avoir de l'aide? Est-ce qu'on fait de la R&D? Il y a des crédits d'impôt R&D. Mais si tu attends à la fin de l'année pour les réclamer, puis que tu as oublié de prendre des notes durant l'année, tu vas voir que le ministère, il ne te trouvera pas rigolo du tout.
Puis toi, si jamais tu essayes de rétro-pédaler puis de te rappeler qu'est-ce que tu faisais le 10 février 2026, ben ça se pourrait que tu aies de la difficulté et des blancs de mémoire. Ouais, complètement. Super pertinent. Je rebondissais sur l'aspect avec les associés. C'est une question qui revient souvent, puis dernièrement, puis avec tous les layoffs dans le jeu vidéo dernièrement, toutes les entreprises un petit peu qui mettent des gens un peu à pied. Beaucoup lancent sur studio. J'ai souvent la question qui revient, t'as peut-être pas la réponse là, mais je suis curieux d'avoir ton avis, où on me pose souvent la question de où est-ce que je peux trouver un associé? C'est pour combler quelqu'un en marketing, combler quelqu'un sur cette partie-là. Est-ce que tu as une réponse toi là-dessus ou un... Ben, disons que moi, j'ai toujours dit aux gens, faites en sorte que la communauté sache que vous Hmm, existez. Alors, il y a une guilde, il y a des rencontres sociales. À Québec, il y a le Flambeau. ouais. Donc, il y a des lieux de convivialité puis d'échange de la communauté. Donc, à ce moment-là, ben, on se connaît, on fraternise. Tout à coup, on dit hey, moi aussi, j'adore ce jeu. Puis moi, j'ai mon rêve de faire un jeu qui va être narratif, mais avec un aspect mystère. Puis l'autre dit ah, moi aussi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Fait que finalement, en rentrant en contact avec la communauté, puis là, ben, le bouche à oreille va se faire ah oui, ce groupe-là, ben, ils veulent faire un jeu comme ça. Puis quelqu'un va dire ah, c'est mon rêve. Puis là, il va t'appeler ou des choses comme ça. Moi j'ai déjà fait ça. Une de mes entreprises, Art Média, on a pris, on n'avait pas de sous à ce moment-là. Puis on s'est divisé 25 chacun. Puis finalement, ben, on travaillait tout le monde le soir, puis à temps perdu, puis on a réussi à lever de l'argent. Le Fonds des médias du Canada portait un autre nom à l'époque. On l'avait eu, puis on avait eu des capitaux de risque, puis ça, on en reparlera du financement plus tard. Mais donc, il faut. Puis trouver une associée ou un associé, ben, ça prend des gens qui partagent tes valeurs. C'est bien important. Puis c'est pas tout. Parfois, il y a des gens qui sont ultra compétents. Puis j'avais un autre associé un jour qui disait on engage les gens pour leurs compétences et on les met à pied pour leur attitude. Et on les congédie Tellement pour vrai. leur Ouais, c'est attitude. tellement vrai, ouais, Alors, complètement. Tout à donc, fait. c'est bien important. Puis je disais souvent, quand j'étais avocat, avant d'être en jeu vidéo, puis même encore aujourd'hui, quand il y a du fric qui rentre, les visages changent. Ouais, Les gens changent de face en bon québécois. ouais. Fait que donc, il faut être sûr ben, on n'est jamais certain, mais on essaie d'avoir un partage de valeur minimal, bien important. Je fais une aparté, je fais un coucou à notre copain commun Dave, Dave Gagné, on en a parlé Oui, lors du ancien podcast justement, il avait très bien dit aussi, et je fais du pouce sur ce que tu disais sur le côté de aller parler aux gens là, aller aux événements, on est des développeurs, tu sais, on est derrière un ordinateur et puis on a tendance à vouloir tout faire sur Discord et oui, oui, sur oui. nos réseaux, mais et Dave l'avait dit aussi, c'est genre aller aux événements le plus tôt possible, hein. C'est genre même si on démarre son studio, je sais que c'est pas forcément évident parce qu'on a tous des agendas à tenir et il faut coder là, il faut coder les lignes de code, mais parler à du monde là. Tu sais, ça commence par là, puis c'est le réseau qui va commencer à amener aussi. Donc bref, c'est juste pour faire un coucou à Dave, Oui, Dave là-dessus. exact. Dave, avec qui j'ai travaillé, qui Ouais, est tu connais un Dave chic aussi, ouais. type. Chic type, on lui passe le bonjour. Ouais. Oui. Euh, Justement, sur la structuration d'équipe, j'allais te poser une question, mais tu y as déjà un petit peu répondu en fait, sur le côté de ok, bah, structurer les contrats, structurer un petit peu l'approche. Les valeurs sont super importantes, tu sais, je peux que valider aussi. Puis je l'ai vu aussi là, c'est embaucher des gens juste pour leurs compétences, tu sais, ça porte pas forcément toujours leurs fruits. Et j'aime beaucoup, je reprendrai on embauche les gens pour leurs compétences, on les congédie pour leur attitude, là, je le garderai. Euh, une autre question pour continuer un peu sur l'aspect fondateur et pour savoir si on est sur le bon chemin là. Pas vraiment parce que chacun est vraiment spécifique, mais comment est-ce qu'un fondateur peut savoir s'il est en train de faire croître son studio ou simplement d'augmenter ses risques? Donc je pense là-dessus, si donner une idée, t'as le FMC qui rentre, des choses qui rentrent, et puis on a tendance à vouloir faire grossir l'équipe tout de suite. Tu sais, ou embaucher à droite à gauche, externaliser, bref. À quel moment tu te dis, ok, là ça devient un risque? Ouais. Ben, la prudence est toujours de mise. Puis, il y a des moments où on a tendance à être émotif. Moi, j'ai vu ça souvent. Exemple, quelqu'un se faisait faire une offre par un publisher, puis il disait où est-ce que je signe? Puis moi, j'arrivais, puis je disais wow, attends un peu. Et là, la personne est comme ah, mais là, si le publisher change d'idée, qu'est-ce que je vais faire? Là, je dis attends, regarde ton contrat, puis regarde les choses, et on en reparlera des contrats plus tard, mais regarde ce qui est important, puis où est-ce que tu peux faire des changements. J'ai déjà eu un client qui m'a dit ben là, tu demandes bien trop de changements, c'est sûr que ça ne marchera pas. Puis là, on devait avoir un appel avec le publisher qui était un Européen dans ce cas-là. Puis le matin, il dit j'ai pas dormi, mon client me dit j'ai pas dormi de la nuit, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Puis moi, j'ai dit non, on fait ça dans le respect. Puis et tu vas recevoir du respect en échange parce que tu vas montrer que tu t'occupes de tes affaires.
Puis finalement, le publisher a dit « Hey, merci pour tes conseils, on va arranger notre contrat type. » Puis il y avait des lacunes dedans. Puis le client était ultra content. Mais donc, l'émotivité, parfois, crée des même chose avec l'argent. Tu as le FMC, hey, 250 000 $ qui rentrent. Ouh, j'y vais, tu sais. Puis là, ben, c'est la totale, on part. Tu sais. C'est non, tête froide, planification, de quoi a-t-on vraiment besoin, planification de la production. Puis ça, évaluer, c'est très difficile, évaluer combien de personnes ça prend, puis combien de temps prennent chacune des tâches. Puis là, il y a toutes sortes de méthodes après de gestion de la prod. Puis ça, c'est une chose que les gens négligent énormément. Tu as l'autre affaire qui est un danger terrible qu'on appelle feature creeping. Ah, finalement, le chat qu'on a animé pendant une semaine, je ne l'aime pas. J'aimerais mieux un chat roux. Ah bon? Un chat roux? Puis ton chat brun, ben, on venait de l'intégrer. Donc, non seulement on l'avait animé, que texturé, et là, finalement, ben, le délai, il tombe. J'avais appris une chose superbe chez Ubisoft pendant mon court passage. On appelait ça la saucisse inversée. C'est-à-dire qu'on disait, tu dois livrer pour le 21 octobre. Et nous sommes 2 ans avant. Fait que là, on partait de la fin et on reculait. Puis là, ben, la saucisse, c'était le temps qu'on avait. Puis là, on la tranchait. Pré-production, production, bêta, gold, alpha, pardon. Et donc, là, on avait tant de temps pour chaque. Tout à coup, quand la pré-prod dépasse d'une semaine ou 2 semaines, ben, nécessairement, ça impacte les autres aspects. Puis si tu vas plus vite aussi, tu sais. Fait que ça, là, c'est tellement négligé, puis c'est la gestion de la prod, c'est un des lieux où les studios se pètent la gueule, disons-le. Ouais. Ça mériterait un épisode à part entière. Je pense que rien que ça, la gestion de la Oui. prod, je suis complètement d'accord avec toi. Exact. Pour lier un peu avec justement tout ce qu'on vient de voir, pour prendre du recul aussi, et on va lier un peu avec ce que tu as fait chez Frima, parce que tu es resté longtemps aussi là-bas, puis tu as beaucoup contribué. Quelles décisions, selon toi, ont été déterminantes dans la croissance de Frima si évidemment, c'est pas indiscret, ça va de Oui, soi, ben, mais il y a des choses que je ne peux pas dire, il y a évidemment. des choses que je peux dire. Mais Frima, ben, ça a été, en fait, ça a été un conte de fées. Hein. On est parti d'une dizaine, puis on a monté à 450 employés. Il y avait des bonnes décisions de gestion. Il y avait une belle équipe. Les associés s'entendaient très bien. Moi, ils m'ont intégré là-dedans. Je suis parti de chez Ubisoft pour aller chez Frima. Puis, à un moment donné, ben, il y a eu une espèce d'identification justement du marché. Qu'est-ce qui est hot dans le marché? Puis c'est quoi nos compétences? Parce que c'est beau de trouver une sorte de produit hot, mais si tu n'as personne pour les exécuter puis tu essaies artificiellement de gonfler ton équipe, ça ne fonctionnera pas. Mais nous, on avait pas mal ce qu'il fallait pour faire des jeux multijoueurs à l'époque. OK. Et il y avait un titre qui s'appelait Club Penguin, qui était un grand, grand succès, qui était un jeu massivement multijoueur pour enfants. Puis c'est une boîte de Vancouver qui faisait ça. Disney les a achetés une fortune et tout ça. Puis là, on s'est dit, hey, on va faire ça, nous. On va faire des jeux massivement multijoueurs. Et on a eu des contacts. Finalement, Chorus nous avait embauchés. Chorus de Toronto nous ont donné un très gros contrat. Puis à un moment donné, dans la négo, on s'est dit, OK, le moteur de jeu, notre technologie, puis c'est moi qui négociais les contrats. Je vais me donner une seule fleur dans ce podcast, mais à ce moment-là, j'ai dit, on garde la tech et on la licencie. On ne la cède pas. Parce que si tu la cèdes, elle ne t'appartient plus, elle appartient au client. Et ils avaient accepté. Parce qu'on leur a dit, bien, on a déjà toutes sortes d'algorithmes et d'affaires qui font l'affaire. On ne peut pas vous donner une expertise qu'on développe depuis des années. Donc, ils ont accepté, puis c'était fair pour tout le monde. Mais ce que ça a fait, c'est qu'on est devenu... Il y avait 3 MMO à ce moment-là. Il y avait Club Penguin, nous, ça s'appelait Galaxies. Et là, ben, vu que ça marchait fort, ces jeux-là, ça s'est mis à être très couru. Puis on s'est retrouvé à avoir Build a Bear. Build a Bear, c'est des petits toutous en peluche que tu créais toi-même. Puis nous, ben, à la fin, il y avait un certificat de naissance. Puis l'enfant et son ourson apparaissaient dans notre monde virtuel. Et eux, c'était à Saint-Louis, c'était un gros client, j'allais souvent les voir et tout. Puis après ça, ben, on a eu EA, on a eu Ubisoft. Donc, on est devenu tellement bon dans ce domaine
que même les développeurs, parce que Build-A-Bear, c'était pas des développeurs de jeux, c'était des développeurs de tout. Mais là, on était rendu que même des AAA comme EA et Ubisoft reconnaissaient notre expertise. Donc ça a été fantastique parce que en conservant la propriété de nos engins, on a pu, à chaque produit, bonifier l'engin, puis devenir encore meilleur et meilleur. Fait que ça a été un moment quand même assez clé. Puis, on a embauché aussi. On a eu une grande croissance. C'est pas facile. Hein? Souvent, ils appellent ça... Les adolescents, ils disent qu'ils ont des growing pains. Hein? Les os poussent trop vite. Puis, j'ai mal. Fait que c'est sûr qu'il y avait des moments difficiles pour monter à 450, ne serait-ce que la pénurie de main-d'œuvre. Mais je dirais que ça avait été un beau moment. Là. Très beau. Bah, écoute, c'est parfait pour faire la transition sur les contrats, justement. Tu sais, je voulais t'en Oui. parler. Oui, mais en tout cas, chez Prima, ouais, pour faire aussi un point sur l'évolution des startups, là, c'est quand tu rentres du monde d'un coup, il faut savoir le gérer, là. C'est ça. C'est particulier. Tu Oui. passes, comme tu dis, de 5, 6, 7, 10 à 200 d'un coup, même 100, où tu doubles d'un coup le volume. Oui. C'est pas la même chose que de gérer 50 personnes, enfin, d'en gérer 10 et d'en gérer Exact. 50 ou 60, là. Mais ça amène les ressources humaines. 100%. Moi, à un moment donné, au nombre de startups auxquelles j'ai participé, j'ai fait « Oh, OK, à partir d'une trentaine, Ouais. là, ça te prend quelqu'un aux ressources humaines. Peut-être même un peu avant. Le jour où tu ne sais plus que ta programmeuse se sépare de son chum, ou que tu ne sais pas qu'il y en a un qui fait une dépression, que tu ne sais plus qui fait quoi, ou que tu oublies des anniversaires. Bref, tu sais, au début, c'est très familial d'une start-up. Oui. Mais là, tout à coup, tu dis, hey, je perds. Ah oui, je ne savais pas ça. Puis là, tu dis ressources humaines. Puis la personne se consacre au bien-être de ses employés. Puis chez Frima, à un moment donné, ressources humaines, c'était tellement important. Quand Ubisoft est débarqué à Québec, on avait de la compétition sur les salaires. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on donne des fruits le matin, on offre des massages aux employés, on les traitait comme des petits rois, tu sais. Mais il fallait trouver des façons de continuer, puis avoir évidemment des projets intéressants, valoriser les personnes, leur donner l'occasion de travailler sur des choses qu'ils aiment vraiment quand c'est possible. Super intéressant. C'est pas une question que j'avais, mais c'est un très bon point. Ouais. On a tendance à l'oublier un peu et quand tu commences à aller dans cette strate on passe à notre niveau, tu sais, parce que l'entreprise grossit, puis forcément tu sépares un petit peu d'équipe. Ouais. Ouais, il faut essayer de garder le fil au maximum, mais évidemment que tu peux pas détoder, parler à 50 personnes pour savoir comment ils vont là. Donc, Voilà. je suis d'accord avec toi. C'est intéressant. Bah, pour revenir justement, sans transition un peu pour l'axe 2. Et je parlais des contrats justement juste avant, donc on va parler de stratégie, décision business dans le jeu vidéo. Et on va commencer par celle-ci. Donc selon toi, alors, quelles sont les décisions business les plus sous-estimées? Donc je vais commencer à aller direct sur les contrats. Je vais prendre cet axe-là parce que c'est là où tu es expert aussi, en plus des autres domaines là, la chance des fleurs moi. Donc justement, quel point, évidemment c'est assez large dans le sens où différents contrats pour différents types, mais si on peut prendre les contrats avec les publishers par exemple. Les points à faire attention ou en général, l'approche, toi, au niveau des contrats, tu t'y approches comment ça? Oui. Ben, en fait, il y a déjà la propriété intellectuelle. Ouais. À qui appartient-elle? Très peu de publishers de nos jours osent demander la propriété de l'IP. Alors déjà ça, si quelqu'un te le demande, attention. Moi, j'ai déjà vu un énorme publisher européen, là, puis il m'avait envoyé ses termes, là, son template, son contrat-type. Puis là, il prenait la propriété intellectuelle, il remboursait son avance 2 fois avant que tu touches à des pourcentages et des choses comme ça. Puis là, je connaissais assez bien le mec parce que je voyage beaucoup, puis je le voyais souvent. Puis là, je dis, hey, comment tu fais pour imposer des conditions de même aux gens, tu sais? J'ai dit, moi, jamais je vais signer ça. Puis là, il m'a dit, tu pourrais être surpris du nombre de studios qui signent ça. Puis je lui ai dit, ben, ça ne sera jamais un de mes clients. Tu peux être certain. Et donc, il y a parfois des conditions qui sont exorbitantes, démesurées et tout ça. Il faut avoir l'œil, puis donc l'IP, exemple, il faut la conserver. Tu as un autre aspect qui est souvent négligé, qui est le merch, le merchandising qu'on dit en Europe. Ben ça, j'avais lu un livre d'ailleurs extraordinaire, Tintin et le merchandising, puis qui expliquait comment Moulin Sart, société anonyme, gérait la marque Tintin, puis il y avait des règles très strictes et tout. Mais donc, il faut voir qui ramasse les revenus de ça. Si jamais une série télé émerge de notre succès, c'est qui ramasse le fric? Alors, donc, il faut négocier d'avance ces trucs-là. Il faut négocier au cas où ça aille mal, mais aussi au cas où ça aille bien. C'est ça qu'on oublie souvent. Après ça, l'avance, comment elle va être gérée? Est-ce que le publisher est hands-on ou pas? T'sais? À quel point il est impliqué
et à quel point il peut devenir une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ton équipe de créatifs. Parce que quand tu t'entends avec un publisher, avec un éditeur, tu vas avoir généralement ce qu'on appelle un TDD puis un GDD, un Game Design Document, donc un document de design qui explique ton jeu. Puis le TDD, c'est le Technical Design Document qui dit, voici, on va être telle plateforme, tel engin, tel logiciel et tout. Puis normalement, ça, c'est la feuille de route qu'on doit suivre ensemble. Donc, cette feuille de route-là, il faut que, si tes créatifs veulent être heureux, puis qu'ils aient quand même la marge de manœuvre de continuer à mettre en œuvre leur vision. Puis cette vision-là, normalement, c'est ce que le publisher a acheté en voulant faire affaire avec toi. T'sais. Donc, quand ils sont trop hands-on, puis que parfois, moi j'ai signé un contrat une fois, puis c'était tellement une grosse entreprise, puis je savais qu'il y avait une mauvaise clause dedans, là, qui disait il faut que ça plaise à l'équipe créative, au directeur de la création. Et donc, il fallait que les gens... il y avait ouverture à l'arbitraire dans l'approbation des livrables. Okay. Puis, il ne faut pas oublier que les livrables, c'est là que l'argent est versé. Voici, tu as fait les 4 premiers niveaux, on te verse des sommes. Okay. Et donc, à ce moment-là, tu es comment dire, il faut tout de suite négocier combien de temps ça prend au publisher à approuver ton livrable. Okay. Parce que pendant ce temps-là, toi, tu as livré, puis il faut que déjà, pour parler de notre souci, c'est inversé, il fallait déjà aller à un autre niveau pour... on commence tout de suite la suite, même si on n'a pas été payé pour le passé. Ouais. Puis, c'est ça. Ouais. Puis j'ai eu un moment, avec cette clause-là, on l'avait acceptée parce que le contrat était tellement gros. Okay. Mais finalement, on l'a regretté parce qu'on s'est retrouvé exactement dans la position où « Ah ouais, c'est pas à la hauteur de nos critères. » Là, on a dit « Mais on vous avait montré des démos, ça reflète parfaitement qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait. » Puis finalement, il s'est avéré qu'il n'était pas de bonne foi. Puis on a continué à travailler sur le milestone suivant. Finalement, ils ont refusé de payer le milestone antérieur. Puis on s'est retrouvé en plus à avoir continué dans l'autre milestone. Fait que ça, tu parlais, une de tes questions, j'avais vu, c'est qu'est-ce qui fragilise? Bien ça avait fragilisé parce que c'était beaucoup d'argent. Puis là, on s'est dit, on aurait pu poursuivre. Puis là, on s'est dit, ils sont bien trop gros. Parce que ça, c'est un peu illusoire quand tu es un studio indie. Il y a des moments comme ça qui sont très difficiles. Bon, là, tu m'expliques, j'ai pas vécu de l'intérieur, là, j'ai jamais été de l'intérieur, mais maintenant que tu me le dis, ça me paraît évident. Là, donc, c'est le genre de question que tant que tu l'as pas vécu, tu n'y penses pas forcément. Ouais. Donc là, il faut faire attention à l'arbitraire possible du publisher quand il approuve tes livrables. Super intéressant. Je le note et j'espère que tout le monde le note là. Puis si jamais, passez par Pierre directement pour les contrats là. Il n'en connaît pas plus. Justement, pour ma prochaine question, je voulais revenir un petit peu sur le pipeline, petit choix des projets avant même la pipeline, tu sais. Comment un studio devrait-il, je pense que j'ai déjà un peu la réponse et tu as déjà un petit peu répondu là, mais comment est-ce qu'il devrait choisir ses projets au-delà de l'envie créative? Tu sais, il y a différentes approches, j'en ai vu beaucoup dernièrement. Évidemment, tu as l'approche de je me lève un matin où j'ai la passion pour tel jeu, j'ai déjà une idée en tête. Mais tu sais, ça a bien évolué. Le marché a bien changé, a bien évolué. Selon toi, c'est quelle approche aujourd'hui devrait... J'imagine qu'il y a des gens qui sont venus te voir avec plein de projets différents. C'est en mode, OK, mais quel projet je prends et à quel projet est-ce qu'on valide ou non de continuer? En fait, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il y a un marché? Ouais. C'est ça. C'est ce qu'on dit tout à l'heure. Ouais. Il y a un marché ou il n'y a pas de marché. Puis, je veux dire, parfois, ça peut être intéressant quand même. Parfois, on pense qu'il n'y a pas de marché, puis il y en a un. Ouais. Je vais donner l'exemple de Thunder Lotus, qui ont fait un jeu extraordinaire où il y a une réflexion philosophique sur la mort. Tu aurais beau faire une étude de marché, puis je me souviens, les grands studios ont des équipes marketing qui sondent les joueurs, puis qui disent « Qu'est-ce que tu aimerais comme jeu? » Il n'y a personne qui va dire « J'aimerais qu'on réfléchisse à la mort dans un jeu vidéo. » Leur jeu à Thunder Lotus, le magazine Le Monde en France avait dit « C'est le plus beau jeu c'était 2023 ou 2022, en fait. » Puis c'était comme fantastique. Donc, ils ont quand même pris un risque, mais l'exécution était impeccable, c'était beau, c'était vraiment le rythme. Il y a beaucoup de composantes, en fait, dans un jeu qui font qu'il a du succès ou pas. Est-ce qu'on adhère émotionnellement? Souvent, il y a des erreurs dans les jeux où, par exemple, on va te demander de payer trop vite. Puis là, tu n'as pas le temps de t'attacher au perso
puis d'avancer. Tu sais, on dit, ah là, il faut que tu t'inscrives ici. Il faut que tu payes tout de suite. Puis j'ai vu ça dans des jeux, puis ça n'a pas marché parce que les gens disaient, ben là, ça me tente pas, là, finalement. Tu sais, vous arrêtez pas de me bombarder C'est un peu de agressif. paye-moi. Tu sais. Fait que donc, en fait, il faut prendre des risques tout en minimisant les risques. C'est un peu paradoxal, tu sais. Mais il faut avancer, puis essayer d'avancer toujours bien solidement. Tu sais, si tu montes une montagne, essaye d'avoir des bons souliers. Tu sais. Donc, tu es bien entouré financièrement, légalement, puis tu essayes de trouver du fric, puis tu es entouré d'une équipe avec qui tu t'entends bien, puis où les fonctions les plus essentielles sont comblées. Puis là, ben, tu avances comme ça, puis tu regardes le marché. Puis idéalement, ben, tu vas dans un marché où il y a de la place. Puis parfois, ben, tu peux prendre le risque de faire quelque chose que personne n'a jamais vu, puis tu peux avoir des grandes récompenses en faisant ça. Mais il faut vraiment avoir une sorte de confiance dans sa vision, puis son exécution, puis les talents qui vont t'entourer pour le faire. Ouais, très bon point. Je pense qu'on revient un peu à ce qu'on disait au début là. Donc évidemment, tu as le marketing, tu as évidemment toujours une question de. Il faut que ça soit ton jeu là. Il ne faut pas le dénaturer non plus, puis juste aller voir le marché, le sonder. Mais tu sais, j'ai vu nombre de jeux faire des études de marché, puis que le marché n'existait pas, puis en fin de compte, tu avais quand même un marché là. Ouais. Même si aujourd'hui, c'est quand même un peu plus de. Les playtests aident beaucoup. Genre, Oui, exactement. les playtests aident C'est une énormément. très bonne approche, Ouais, effectivement. dès le Je début. voulais dire, c'est Spiritfarer, le jeu de Thunder Ouais, Lotus. tout à fait. Si jamais les On, gens veulent aller le voir, on c'est met- superbe. on mettra le lien dans la vidéo pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais c'est Oui, vrai qu'il est top. oui, D'ailleurs, je ne l'ai pas fini, faudrait que je le finisse un jour. Mais ouais, donc l'approche très terre à terre, mais ouais, lier les études de marché. Évidemment, il faut une idée à la base, là, on s'entend, mais études de marché avec les PTS, et je pense que c'est là où tu vas dérisquer au maximum. oui, Tu sauras jamais si un jeu va vraiment fonctionner ou pas. J'ai vu des jeux avec des 100 000, 200 000 wishlist et en fin de compte, c'était une catastrophe. oui. Ça veut rien dire, mais dérisquer au maximum, je pense que c'est le mot. Ouais. C'est ça. Oui, oui. Puis playtest, effectivement, ça te permet à petite échelle de dire, OK, personne n'aime ça. C'est sûr qu'en playtest, ton jeu n'est pas polished, il n'est pas poli, il n'est 100%. pas parfait, mais tu as quand même un feeling. Tu sais. Puis c'est important d'avoir cette rétroaction-là, effectivement. Puis je pense que tu fais des bonnes choses toi-même de ce côté-là. Oui, Mais effectivement, c'est une façon de prendre des risques, en fait, en risquant moins. C'est exactement ce que je disais, risquer sans trop sans risquer. risquer. Ben, avec un playtest, là, c'est fait. 100%. Et Ouais, je fais un clin d'œil à Manu chez nous, justement chez Lovelace, là, c'est notre avec l'approche qu'on a. Et si on le voit là, tiens, on accompagne pas mal de monde là sur même pour le FMC dernièrement, c'est les prochaines phases. On rentre dès le début là, on est très hands-on. Donc le playtest, c'est une des meilleures réponses qu'on peut oui, avoir pour dérisquer un jeu. Outre exactement. les études de marché, ça reste quand même très quantitatif. Oui, Là où les playtests vont te dire vraiment concrètement, ok, ben, en fait, c'est quoi exact. comment le joueur le perçoit et le reçoit. Oui. Puis il faut Euh, que tu t'assures aussi d'avoir les bons testants. oui, ça Parce que aussi, parfois. on se rend pas compte, mais ouais. On en parlait il y a Oui, pas longtemps, en fin de compte, c'est pareil. Tu peux avoir des beaux profils, mais si les profils sont pas ta cible du tout là, voilà. ça répond pas, donc forcément t'as pas de marché en fin de compte. Alors que le marché est Exact. là, hein. Donc Oui. ah ouais, c'est quand même assez touchy, mais c'est quand même super intéressant comme approche là. Mais ouais, moi je peux faire que du pouce sur tester votre jeu là, même votre idée. Hein. Tu sais, on s'entend que t'as pas besoin d'avoir une idée finie, un prototype fini pour pouvoir déjà tester auprès du marché, Oui. même si c'est préférable, mais parfait. Je peux que plus soyer. Euh, pour aller sur la prochaine question, toujours un peu lié, mais comment tu trouves l'équilibre entre opportunité à court terme et vision à long terme? Je sais pas si c'est un peu flou. Pas tant, non, parce que j'ai vécu des choses comme ça. Ok. Il y a des moments où tu dis, voici notre boîte, parce que une chose importante avec le temps, quand on peut, là, Ouais. c'est de devenir une marque, une brand. C'est-à-dire, moi, mon studio, il est connu pour faire ce genre de choses. Je regarde un bel exemple des gens avec qui j'ai travaillé, que j'adore, Sabotage Studio à Québec, Québec. qui ont connu un succès Sea incroyable, of Stars, là, tout qui ça. ont une vision, puis de Messenger. Donc, eux, ben, ils ont une brand. Tu sais, les gens connaissent le studio, puis connaissent sa vision, puis ses valeurs, puis tout ça. Fait que ça, quand tu as réussi ça, c'est un gage probablement de longévité aussi. On en parle souvent, tu sais, comment on peut s'inscrire dans la durée. Ben, donc, si tu as une vision, ben, partage-la, puis essaye de la suivre. Je me souviens un moment, chez Prima, on avait reçu une demande de quelqu'un qui était dans la télévision, puis qui avait beaucoup Hmm. de fric. Puis la personne nous approche, puis personne n'avait écouté ses émissions. Tu sais. Hmm. Puis on était pas mal loadés dans la boîte. Là. On avait du travail en masse. Tu sais. Puis ce genre de jeu-là, un, ça ne nous intéressait pas. Deux, c'était pas du tout dans nos cordes de compétences, mais il y avait du fric. Tu sais. Puis là, il y a eu l'appât du fric. Puis finalement, on s'est
on a refusé. OK. Puis c'était beaucoup de fric. Puis parfois, j'y repense, je dis, ah, c'était beaucoup de fric quand même. Puis on a tellement bien fait Ouais. parce que nos employés, premièrement, personne n'aurait voulu travailler là-dessus. Hmm. Deuxièmement, tout le monde était déjà occupé. Puis ça n'était pas du tout dans le genre de produit qu'on voulait mettre de l'avant pour la marque qu'on était en train de développer. Donc, on a résisté à la tentation. Puis d'autres fois, il faut faire attention aussi de recevoir des mandats qui sont trop intéressants. Ouais. Puis que là, comment dire, l'équipe est pleine, mais là, tu dis, ah, je ne peux pas refuser cette opportunité, c'est trop fantastique, c'est une grosse marque. Puis là, tout à coup, tu signes avec la grosse marque, tu piques le directeur créatif d'un projet qui allait bien, tu piques le producteur d'un autre, tu engages 3-4 juniors qui ne sont pas prêts, puis tu te montes une équipe pour livrer aux gros clients fantastiques. Puis là, finalement, tu avais 3 projets qui allaient bien. Tu te retrouves avec un 4e avec le nouveau client. Tu te retrouves avec 4 projets qui vont mal parce que tu as décapité des équipes. Je t'enlève ça, je t'enlève ça, je t'enlève ça. Puis finalement, cerise sur le sundae, le gros client dit, ah, finalement, j'ai changé d'idée. Je n'irai pas de l'avant avec le projet. Fait que là, tu viens de te déstabiliser complètement. Fait que c'est toujours l'émotivité. L'émotivité est importante dans la création, la sensibilité et tout ça. Mais dans la gestion des affaires, l'émotivité est souvent très mauvaise conseillère. Ouais, c'était ma prochaine question. C'est quand est-ce qu'il faut accepter de. Quoique, c'est pas vraiment la même, mais pour revenir, je vais quand même la poser parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire, mais ouais, je peux que plus soyer là. Je pense que j'ai rien à rajouter là. T'as tout dit là-dessus pour le coup. Pas forcément dénaturer l'équipe ou le travail qui a été créé depuis ces dernières années. Tu as une vision à long terme et je pense qu'on l'oublie un peu parfois parce que forcément, tu vois, un gros big chunk of cash là, tu te dis, oh, tu penses à 2 fois là, t'as jamais vu besoin de zéro derrière la virgule. Exact. Mais ne pas dénaturer le projet et puis l'essence un peu du studio aussi. Puis j'en ai vu beaucoup se perdre un peu en chemin là. Mais bon, écoute, il en faut pour tout le monde là. Et justement, c'est à quel moment, c'était lié, comme je t'avais dit, avec la question d'avant, mais quand faut-il accepter de refuser un projet, donc même s'il apporte du cash? Tu viens d'y répondre là, donc Ouais. c'était la réponse, je pense que je vais pas te faire répéter là-dessus, hein. Pour arriver un peu sur la fin de cette partie-là, donc avec ton expérience, c'est pour faire un peu le compte rendu de ce qu'on vient de faire à l'instant un petit peu, qu'est-ce qui se distingue un dirigeant? Là, je parle vraiment de la personne, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui veulent être, qui sont à la place, qui sont dans les bottes d'un dirigeant de studio, qui veulent l'être. Euh, donc un dirigeant qui subit le marché, un dirigeant qui lui suit le flow là, Qui là? qui ne le subit pas là, pour simplement. Donc celui qui subit le marché, qui juste subit ce qui arrive et genre que ce soit les partenaires, le marché en général ou peu importe, c'est celui qui ne le subit pas. Ouais, ben, pour ne pas subir, il faut commencer par le suivre. Donc, moi, je dis souvent aux gens qui se partent en studio, je dis abonne-toi à la lettre quotidienne de GameIndustry.biz. Ok. Ça, c'est fait en Angleterre. Puis moi, tous les jours, je reçois ça dans mon inbox. Puis je lis, j'ai pas toujours le temps de lire les articles, mais je lis toujours les grands titres. Ok. Puis je regarde qu'est-ce qui se passe. Tu sais, tout à coup, quand la tempête Embracer a frappé, ben là, tout à coup, tu fais oh! Alors qu'il y avait pénurie de main-d'œuvre, que les salaires atteignaient des plafonds jamais vus, puis que tout allait bien dans l'industrie, puis que la folie de la pandémie nous a donné des croissances de 40 puis plein de gens qui n'avaient rien à voir à un jeu vidéo se sont mis à investir, ont financé des mauvais projets, ont payé trop cher pour des projets qui valaient la moitié. Ben, finalement, on s'est retrouvé avec une masse de jeux. Puis là, tu arrives avec un groupe comme Embracer qui s'est mis à acheter tout le monde. Puis là, évidemment, quand tu suis le marché, tu te dis, ça ne pourra pas durer, ça ne pourra pas durer. Et finalement, paf, pouf, ils attendaient des investissements qui ne sont pas venus. Puis là, ça a été le début des dominos. Ben, si tu ne suis pas ce qui se passe autour de toi, puis tu continues à rêver dans tes nuages roses, puis que tout à coup, tu apprends 2 mois plus tard que ça commence à aller mal, ben, il y a des prudences, exemple, que tu n'auras pas, des pare-feux, des mesures mises en place en disant, OK, wow, on fait attention, on dirait qu'il y a un ralentissement dans l'industrie, parce que c'est difficile. Moi, en 30 ans, j'ai toujours vu 7, 10, 15 de croissance, année après année après année. Puis je donne des conférences parfois. L'an dernier, je donnais une conférence, je disais, c'est la pire année en 30 ans.
Ben, cette année, j'ai donné une conférence en disant, je me suis trompé, c'était pas l'année passée, c'est cette C'est cette année. année, hein. Alors ça, ben, évidemment que c'est triste, puis c'est pas drôle, mais ce que ça a fait, c'est que ça a donné une espèce de douche froide à beaucoup de gens. Puis, si tu n'avais pas anticipé en sachant ce qui se passe, ben effectivement, tu vas le subir, ton marché. Tu sais. Ouais. Fait que donc, il faut, en ce moment, c'est attention, réfléchissons, ne partons pas sur des coups de tête, parce que ça va revenir, parce que les gens continuent à jouer à des jeux vidéo. Bien sûr. Le Mais marché, lui, donc, augmente. c'est ça. Puis, à un moment donné, tu dis, OK, où est-ce que ça augmente? Où est-ce que ça diminue? Puis, tu vas te trouver. Donc, il faut être en veille permanente. Donc, ouais, la ressource, tu l'as partagée aussi. On mettrait la ressource, c'est pour rester un peu en veille. On se posera la question à la fin d'ailleurs si tu en as, mais on pourra aussi rajouter. Mais j'aime beaucoup mettre les ressources pour que les gens puissent aller voir. Mais super pertinent de rester en veille. Et je pense qu'on le fait pas assez. Et je suis le premier à pas le faire assez, pour être franc. Donc merci pour le petit reminder là. Oui. On va passer à l'axe 3, sans transition comme toujours. On va parler de publisher, de partenaires et de modèles d'affaires. On l'a déjà fait un petit peu, donc je pense qu'on va aller peut-être un peu plus vite. Il y a déjà beaucoup de questions qu'on a répondu. Première question, surtout aujourd'hui, c'est à quel moment un publisher fait réellement sens dans la vie d'un studio? Et c'est important le mot sens, et pas juste de penser à argent ou même notoriété, parce qu'on le voit beaucoup dernièrement, je fais une petite aparté, beaucoup de studios se auto-publishent, parce que déjà le marché est saturé, parce que les publishers reçoivent des centaines de demandes par semaine, mais il est des fois plus pertinent de ne pas y aller du tout. Bref, je vais te laisser répondre. Donc à quel moment il fait sens dans la vie d'un studio d'aller voir un publisher? Ben, en fait, je dirais quand tu n'as pas le choix. Ça fait beaucoup de sens quand tu n'as pas le choix. Quand tu as le choix, crée ta propre communauté, Hmm. puis crée de la viralité, génère par tes propres moyens ta notoriété, puis essaye de conserver toutes tes royautés. Parce que déjà, n'oublions pas, Valve Steam là, prend 30 Si tu as eu un FMC, ils prennent 15 des revenus bruts. Puis là, après, si tu prends ton publisher qui te prend 50 que te reste-t-il? Plus grand chose. Hein? Il y avait une chanson quand j'étais jeune, que reste-t-il de nos amours? Il ne reste pas grand-chose. Alors, si tu es capable, Ouais. crée-toi. Commence justement, tu commences par des playtests. Ben, si les gens ont aimé ça, ben, il y a des chances qu'ils deviennent des fans. Puis en plus, tu leur as créé le privilège d'être les premiers à le voir. Puis là, ben, ta communauté, tu te dis, hey, si vous voulez être les premiers à tester ceci, cela. Tu sais, il y a des approches qui rendent les gens plus intéressés. Hein? Puis à ce moment-là, ben, quand tu as quelqu'un qui fait, qu'on appelle le community management, en français, gestion des communautés, Ouais, ouais, c'est ça. ben, ça, là, ça aide beaucoup. Fait que si on est capable de se trouver quelqu'un qui est bon là-dedans, faisons-le. Parce que, d'un autre côté, ben, le publisher, il peut avoir des avantages. Puis je dis, quand tu n'as pas le choix, ça peut être un choix aussi. Parce que justement, si tu n'as pas les expertises marketing, puis parfois même, tu n'as pas l'expertise, on en parlait tantôt de la gestion de projet. Ben, il y a des publishers qui vont pouvoir t'aider. Si c'est une lacune qui est clairement identifiée, ben, le publisher va t'aider à faire tes plans de match, à faire tes rencontres quotidiennes avec l'équipe, puis à dire, tu sais, comment ça a été durant la semaine. Moi, je voulais faire ça cette semaine, j'ai fait que la moitié. Comment ça se fait? Puis là, on se réunit ensemble, puis on dit, ah ben moi, j'ai une idée pour toi. Peut-être que si tu t'y prenais autrement, ça irait plus vite, etc. Tu sais. Fait il y a comme le publisher, c'est quand même un métier. Tu sais, un éditeur de livres, c'est un éditeur de livres. Il va lire ton livre, puis il va dire ça, tu te répètes trop, ou ça, c'est pas clair, ou ça, c'est pas intéressant. Tu sais. Ben, un publisher, il connaît le marché normalement. Puis il devrait le connaître plus que, même si nous, je le disais tantôt, c'est notre devoir de connaître le marché. On n'a pas les moyens des gros publishers qui ont toutes sortes d'études. Tu sais, tu as des études qui se vendent 15 000 US. Là. Ben, tu n'as pas les moyens quand tu es indépendant de t'acheter ça. Mais eux, ils les achètent. Puis ils savent, ah oui, les trends et tout ça. T'sais. Donc, c'est ça. Donc, un publisher, ben, il ne faut pas oublier que ça reste un métier. Si tu ne l'as pas, l'argent, tu ne l'as pas. T'sais. Fait que si tu veux finir ton jeu, puis que, comme on dit, tu manques de gaz, puis tu ne peux pas te rendre à destination, même si tu as eu un FMC, parce que parfois, ben, tu as fait du feature creeping ou tu as mal géré ton truc, ou tout simplement parce que tu as des bugs. Parce que le jeu vidéo, par essence, on l'oublie, mais c'est très difficile. C'est très compliqué faire un jeu vidéo. Souvent, les gens disent « Hey, t'es en jeu vidéo, tu t'amuses tout le temps. » Ouais, mon œil.
On travaille. Fait que donc, c'est ça. Le publisher, ben, il y a des aspects où parfois, tu n'as pas le choix, puis parfois, ça va être une bonne chose. Ouais, comme tu l'as dit, on l'oublie aussi, mais c'est un métier à part entière, là. Tu sais, ils sont là pour te publier. À la Ben base, c'est oui, pas, il y en a beaucoup, c'est c'est ça. juste qu'ils me ramènent de l'argent parce que je vais embaucher 10 personnes ou. Non, non, tu sais, il faut que tu choisisses aussi parfois. Tu sais, Des, C'est des fois, tu ça. n'as pas le choix, donc tu prends le premier venu, mais le but, c'est de choisir. Tu sais, ils sont hands-on, ils ont les mains dedans. Le marché, ils sont censés le connaître mieux que toi normalement, Normalement, ouais. ou ils t'aident, mais Oui, non, ouais, je pense que c'est ce qui fait du sens, surtout comme tu le dis, c'est qu'on l'a dit aussi tantôt là. Qu'est-ce que tu recherches aussi là? c'est ça. Donc, et pareil, à contrario, c'est ma prochaine question, c'était plutôt, ok, mais à quel moment il peut devenir un frein? Euh, je pense qu'on a un petit peu répondu aussi. Donc, il y a tout ce que tu l'as dit tantôt là, c'est où ils peuvent se prendre, notamment dans la négociation des contrats, faire Oui. attention un peu jusqu'où ils peuvent rentrer ou pas dans le. Ben, c'est ça. C'est de voir c'est quoi notre tolérance Hmm, à l'interventionnisme. exact. Tu sais. Puis à quel point. Il ne faut pas oublier que ces interventions-là peuvent être très utiles Oui, aussi. oui, oui. Tu sais, ça se peut que tu reçoives une rétroaction qui dise, ben écoute, c'est plate. Puis tu le fais tester, puis eux-mêmes ont des testeurs. Tu sais. Personne n'aime ça. Puis là, toi, tu fais ta diva, puis tu dis non, c'est ma vision. Ben, Oui. parfois, on mérite des petites leçons, tu sais, mais bon, à voir. Faut reprendre, ouais, ça fait du bien des fois les petites claques comme j'appelle pour mettre les pieds sur terre là, parce Oui, que oui, t'en as besoin des piqûres de rappel là. c'est ça. Ma prochaine question est, je pense, est super intéressante dans le sens où c'est très pertinent pour les studios là qui recherchent actuellement, qui vont rechercher. À quel moment un studio il peut évaluer qu'il est prêt à aller voir un publisher? Ben, déjà, ça a changé beaucoup avec les années. Il fut un temps où on arrivait avec ce qu'on appelait un paper pitch, un Ouais, document en papier. Moi, j'ai vu le un papier PDF. disparaître. Hein. Avant, on allait à San Francisco, à GDC, puis tu avais des rangées de Ouais, magazines, ouais. PC Magazine, puis là, tout le monde partait avec Ah, c'est gratuit, tic, tic, tic. Puis là, une année, j'ai fait Oh, il n'y a plus un chat qui prend les magazines. Puis là, c'est disparu. Mais bref, Ah, on arrivait avec un paper pitch, mais aujourd'hui, on va appeler ça un PowerPoint. Ben, tu arrivais avec ton PowerPoint, ton pitch deck, puis tu pouvais séduire un publisher avec ça. Après, c'est devenu, on veut voir un prototype. Maintenant, c'est devenu vertical slice. Qu'est-ce que ça veut dire, vertical slice? Ça veut dire que les fonctionnalités principales du produit sont mises en évidence, featurées en mauvais français. Donc, c'est beaucoup plus exigeant. hmm. Même, il y a des gens, des fois, qui me disent, ben là, ils veulent que le jeu soit fini pour me donner de l'argent pour le finir. Fait que, bref, il y a une espèce de paradoxe, mais le marché étant ce qu'il est, puis la quantité de développeurs, il ne faut pas oublier que quand j'ai commencé, moi, la Chine, c'était pas un marché ni en production, ni en distribution. L'Europe de l'Est, ça n'existait pas, tout ça. Puis quand le Québec a innové avec ses crédits d'impôt, c'était extraordinaire parce qu'on était Ouais. pas mal les moins chers au monde avec la meilleure expertise. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, là. Moi, je travaille avec des Ukrainiens, là, puis entre deux bombes, ils avancent, Ouais. puis ils sont pas chers. Puis, tu sais, les gens sont en Roumanie, il y a des studios extraordinaires. Tu sais, le Brésil, l'Amérique du Sud, ça lève. Fait que la concurrence, elle est partout. Le Moyen-Orient, moi, j'ai rencontré pour la première fois un boot où il y avait des Saoudiens. Ben, ils étaient 10. Puis là, ils m'ont dit Ah, nous, on a reçu chacun, c'est tellement enviable, on a reçu chacun 400 000 US pour faire un prototype. Puis, no questions asked, puis on rembourse pas. Là. Ah, Fait que ça, c'était comme OK, ben, ils arrivent aussi. Puis, donc, il y a une compétition très, très féroce. hmm. Alors, le publisher a beau jeu, en fait, d'exiger un niveau d'avancement de plus en plus élevé. Donc, pour être prêt, ben, il ne faut pas que tu ailles juste un pitch deck. Ouais, je le vois beaucoup dernièrement. Mm. Tu sais, studios qui viennent nous voir aussi, qui font, ouais, mais tu sais, c'est devenu. Tu sais, les publishers en attendent trop, ils en veulent beaucoup trop. Mais en fait, tu prends le marché, tu l'as dit, la concurrence est tellement rude à travers le monde entier Ouais, aujourd'hui. Souvent, les gens prennent l'exemple de Steam. Il y a eu quoi, 19 000 jeux publiés l'année dernière, mais ça, c'est que Steam. Tu sais. À c'est côté, ça. il y a tout le reste. Donc, si je Exact. prends le nombre de studios qui existent à l'année qui vont voir des publishers, j'ai plus la stat exacte, mais centaines de pitch decks qui recevaient à la semaine par publisher. Euh, il y a- Aujourd'hui, c'est le prototype est presque devenu obligatoire pour la grande majorité des Vertical vertical slice, slice, c'est même pire. c'est pire comme tu dis. Ouais. Et surtout, un aspect que les studios oublient beaucoup, puis tu sais, des fois j'ai beau leur dire, puis ils comprennent pas encore, la communauté là.
Tu sais, avoir des premiers, je dis pas d'avoir 500 joueurs sur ton Discord ou Mm. etc., mais avoir de la traction qui prouve que ton jeu a déjà une première Voilà. attirance, Oui, oui, c'est ça. c'est Ça, c'est l'autre aspect. Exact. 100%. En fait, pour compléter, Ouais, on dit souvent, on appelle ça des eyeballs. ouais. C'est assez drôle, hein? Des vues, des Des, gens qui te des fans, ouais. regardent. Ben, c'est l'autre aspect. Ouais. Avant, on disait, avant, il y a des publishers qui disaient, hey, il faut que tu ailles parler du projet à personne Oui, pour que je te signe. Il n'y a plus personne qui non. dit ça. Maintenant, c'est, tu as combien de followers? C'est quoi l'attraction que tu as? C'est C'est combien sur ça. ton Discord? Combien ils sont? Combien? L'attraction, c'est ça le C'est mot. le mot traction. L'attraction et la Ouais, il y a les deux. traction. On les mettra au montage, ça, Voilà. je vais couper les deux mots. Oui. Mais ouais, ça, je dis souvent, c'est les deux premiers gros critères. À part le Mm. vertical slice, c'est la communauté, l'attraction et l'attraction des joueurs. Oui. Pour moi, c'est presque devenu le minimum, là. Tu sais, genre, je l'ai vu encore récemment, beaucoup de gens qui, tu sais, en 2026, lever de l'argent ou aller voir un publisher avec un pitch deck, on le voit plus là. Non, non, C'est, ça fonctionne pas. ouais. À moins que tu aies l'idée du siècle et que Oui, tu sois, que ton équipe soit composée 100%. de gens extraordinaires qui ont déjà fait 14 succès. Ça pourrait arriver. Oui, Mais le ça, réseau c'est joue aussi. tellement exceptionnel. Ouais, ça arrive, ça arrive, Ouais, mais vraiment très peu c'est là. ça. Contrairement à il y a moins de C'est ça. 10 ans déjà, donc Mais là, on parle aux indies qui se lancent en affaires. 100%. Oublie ça. Ouais, ouais. Mais à moins que, encore Travaille une ta fois, communauté là. tu aies Oui, la senior d'Ubisoft avec l'autre de Square Enix, puis EA Warner qui se mettent ensemble. Parfois, ça peut ça, marcher. sur Mais, un malentendu, ça peut arriver là. oui, On oui, s'entend, voilà. tu sais. Justement, pour continuer sur la relation, quelles erreurs tu vois le plus dans la relation entre studio-publisher? C'est à long terme, parce que des fois, ça se dégrade quand même beaucoup là. Il y a beaucoup de studios qui s'entendent très bien avec les publishers, et à contrario, ça peut très vite mal se passer là. Surtout, c'est compliqué après de ressortir d'une entente. Oui, c'est ça. Ben, il y a des clauses parfois qu'on est obligé de signer qu'on ne voudrait jamais signer. C'est, par exemple, euh, termination for convenience. C'est pas sûr. Convenience, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Exemple, tu vas à New York puis tu vois un convenience store. Hmm. Ça, c'est un dépanneur, tu sais, c'est pas à ta convenance, tu vas aller acheter des trucs dont tu as besoin. Tu sais. Termination for convenience, ça veut dire je termine le contrat quand je veux, Hmm. sans avoir besoin de donner de raison. Alors, quand un publisher te dit je vais te donner 2 millions sur un an et demi, puis qu'après t'avoir donné 500 000, il dit ah, finalement, ça ne me tente plus. Puis j'ai connu des publishers à Montréal qui viennent de vivre ça, là, puis ça a fait Ok. très mal. Puis ils s'attendaient à avoir leur fric, donc ils avaient monté l'équipe. Hmm. Tout le monde travaillait d'arrache-pied, ça allait bien. Il n'y avait aucun problème là, dans le sens que la qualité était au rendez-vous, les délais étaient respectés. Mais le publisher dit ah, finalement, non, on a On décidé de arrête. se consacrer à d'autres choses, puis bye bye. Fait que ce que ça veut dire, c'est que quand tu as signé au début avec ton publisher, ben, ton contrat en lui-même était complètement fragile. Ouais. Ce n'était pas vrai qu'il y avait un engagement de te donner 1,5 million. Il pouvait arrêter quand il veut. Ouais. Puis souvent, ils vont te donner 1 mois de compensation pour se revirer de bord, comme on dit. Hein? Ben, c'est ça. Puis là, après, tu es comme, OK, qu'est-ce que je fais? Puis ça, ben, c'est le problème souvent des indépendants puis qui commencent, c'est qu'on a un seul projet. Moi, j'ai eu une époque avec Artmedia où c'était assez difficile, puis on s'est dit, OK, on va avoir une division service, puis on va faire notre jeu. Puis la division service va alimenter les paiements de loyer puis la bouffe. Puis c'était pas... Moi, j'appelais ça de l'alimentaire. Là. Les sites web corporatifs, merci, bonsoir. Là. C'était pas ma tasse de thé préférée. Hein. C'était pas le plus sexy là, on Voilà. s'entend. Mais ça nous a Mais permis ça de payait les durer, factures. tu vois, Ça payait les en factures. diversifiant un peu. Parce que si tu dépends d'un seul projet, Hmm. ben, tu es nécessairement fragile. Nécessairement fragile. Tu répondais à ma question d'après. Comment éviter d'être dépendant d'un seul partenaire unique? Donc, démultiplier les projets, même c'est simple à dire là, parce que quand tu es 3-4 dans l'équipe et que tu dépends déjà d'un seul projet, c'est sûr, Mm. ça peut être compliqué, mais ouais, dérisquer les projets sans multiplier Oui. puis faire du service, ça fonctionne toujours. Ou ben, parfois, il faut être réaliste puis Hmm. aller flipper des burgers quelque part. Accepter, puis Mais, travailler le tu sais, soir et le week-end. c'est ça. Ben, souvent, les gens, moi, j'ai vu tellement de gens passionnés dans cette industrie Ouais, que ouais, de toute façon, là, j'imagine bien. le soir chez eux, Ils vont ils ne travailler. feraient rien d'autre. C'est J'entends. ça qui les relaxe. Je comprends. Euh, En tant qu'entrepreneur, moi aussi, je passe par là. C'est ma tasse de thé le soir, là, à 22h. exact.
pour clore un peu, parce qu'on parle des méchants publishers là, depuis tout à l'heure, là, mais ils sont pas tous Ils sont pas méchants. tous méchants, Non, non, au non. contraire, parce que j'en connais très bons aussi, tu Moi sais, aussi, j'ai moi très bonnes aussi, j'ai vu relations, et oui, c'est juste qu'on la diabolise un petit peu souvent parce qu'ils veulent pas me donner d'argent. Oui, mais vous êtes beaucoup, les gars. C'est genre, ouais. ils peuvent pas aider tout le monde et tout le marché. Mais il n'y a pas que les publishers, c'est aujourd'hui pour permettre d'aller sur un marché ou de même trouver des fonds. Euh, Selon toi, quel autre modèle d'affaires je parle d'affaires, mais je peux plutôt reformuler. Quel autre modèle en général? Tu sais, je parle des Kickstarter de ce monde, je parle des avec la communauté ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui même des early access. Ils devraient mieux considérer. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de studios qui sont vraiment focus sur si j'ai pas mon publisher, je shut down l'entreprise. Hmm. Pourtant, tu as quand même t'as d'autres possibilités, quand même, tu as d'autres leviers à activer quand même avant d'arriver au point de fermer l'entreprise. Oui, ben en fait, comment dire, il faut avoir eu de l'attraction et de l'attraction minimalement pour que ça vaille la peine. Il y a comme un moment où ça sert à rien de se cogner la tête sur le mur puis d'espérer que quelque chose change. Tu sais. Si ça intéresse personne, ben, t'es pas à la bonne place. Tu sais. Soit que tu t'es trompé de marché puis t'as pas réussi à te faire connaître auprès de ta niche. On appelle ça souvent la niche, hein, ta zone de... Mais effectivement, à Kickstarter, il y a des gens... Sabotage a fait un Kickstarter ultra payant. Je pense le plus payant de l'histoire du Canada, 1,7 million, quelque chose comme ça. Ah, ça, c'était énorme. Ouais. Fait que ça aide beaucoup. En même temps, c'est une charge Kickstarter parce que tu promets des choses, puis il faut que tu livres. Et eux, ils l'ont fait. Moi, j'avais contribué, puis j'ai même reçu un 33 Ah ouais? tours de la trame musicale. C'est super, je reçois ça à la maison. Mais donc, ça c'est une chose. Il y a évidemment ta communauté. Mais effectivement, ta communauté peut t'aider à te financer. Ta communauté peut t'aider à te mettre en marché. Puis là, ben, il y a aussi des investisseurs maintenant. Tu n'avais pas ça avant. Des gens qui Oui, carrément investissent investissent. dans le jeu vidéo. Mais Ouais. à ce moment-là, il faut quand même que tu aies une équipe solide parce que ce n'est pas eux qui vont faire ton marketing. Là. Ils vont te donner de l'argent. Ouais. C'est toi qui vas la gérer. Il faut évidemment que tu démontres, quand quelqu'un met de l'argent sur toi, il va dire qu'est-ce que tu vas faire avec. Il faut que tu aies une très bonne réponse parce Faut que que ça soit bien sinon documenté. tu dis Là. il me manque 1 million. Ah bon? Oui, mais encore. Pour faire quoi? Tu sais? Donc, c'est important aussi. C'est pour ça le planning, les chiffres, les montrer qu'on sait où on s'en va en marketing, en argent, en production, tu sais, qu'on on est bien comptabilisé et tout. Tu sais. Ouais, Mais c'est donc, il y a des investisseurs maintenant. Parce que souvent, tu as des gens qui ont fait ce qu'on appelle des exits. Oui, Ils se sont fait racheter, ils ont du fric, puis ils ils partent des investissent. trucs. Tu sais. 100%. Mais Ouais. ouais, puis je fais un point sur le Kickstarter parce que j'en vois beaucoup, tu sais, qui viennent nous voir aussi en mode je vais lancer mon Kickstarter là. Faut comprendre que sans communauté à la base, un Kickstarter, ça va être, c'est presque voué à l'échec aussi là. Il faut déjà avoir du monde aussi. Enfin, je répète beaucoup le mot communauté là. C'est pas Ouais. parce que je le fais chez nous qu'on est, mais Non, on mais est focus. Mais c'est là que ça se passe. c'est là que ça se passe aujourd'hui. C'est là où tu fais une différence et si tu as du monde qui te suit ou pas derrière toi. Et puis il faut déjà être connu avant même de lancer un Kickstarter. On l'oublie, mais c'est énergivore au maximum un Kickstarter. Il Oui, faut oui, le nourrir, il exact. faut avoir quelqu'un à temps plein là-dessus. Puis les gens Exact. l'oublient, pensent que, tu sais, on va le lancer sur le Kickstarter, puis on va attendre que l'argent Non, non, rentre. ça va pas comme ça du tout. C'est énergivore là. Tu sais, genre, Exact. j'ai vu plein de gens se brûler les ailes et puis s'épuiser mentalement et finir en burn-out à cause de ça. Donc juste garder en tête que oui, Kickstarter, ça ramène de l'argent, mais ça se travaille, c'est en amont, c'est un plan aussi sur plusieurs mois, semaines à exécuter, donc il faut le garder en tête. Mais les investisseurs sont un très bon point, tu sais, on l'oublie un petit peu souvent. On a tendance à vouloir, parce que historiquement, c'est publisher et Kickstarter ou Ouais. communauté, mais il y en a quand même, forcément, il y en a. Mais pour le coup, là, c'est du business, comme tu dis, il faut préparer tes documents, il faut que ton Ouais. pitch il soit bon et toute ta partie business plan Voilà. soit bonne là, parce que sinon ça va bloquer là. Euh, je vais passer, parce que je vois l'heure qui file là, et on va pas, je vais pas on a beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est certain que j'ai des choses que j'ai un peu squeezées, mais on va avancer un petit peu, puis je vais aller sur la partie, sur le quatrième axe, où je vais lier un peu avec l'axe 5, qui était l'international. Je sais que tu l'affectionnes beaucoup et tu bouges énormément, puis tu as énormément de relations, et je voudrais t'entendre là-dessus aussi. Mais pour revenir rapidement sur les contrats, justement, les négociations, la protection du studio, euh, tu as déjà un petit peu dit plus tôt, mais quels sont vraiment les points contractuels que les fondateurs comprennent le moins bien? C'est pas qu'ils sont le plus dangereux, mais peut-être qu'ils comprennent le moins bien, ou même qu'ils devraient faire un petit peu plus attention. Tu sais, on en a parlé un peu tantôt. Mais quels seraient les points sur un contrat avec un publisher, par exemple, où on devrait faire plus attention? Hmm. Ben, comme on en parlait tantôt, garder le contrôle de son IP. Parce que aussi, ben, il y a ce qu'on appelle les prequels, les sequels. Tu sais. Parfois, D'accord, ouais. un prequel, c'est comme Star Wars. Ouais. Tu sais, Star Wars, tout à coup, s'est mis à faire des prequels. Donc, Oh oui, ouais, qu'est-ce qui sûr. s'était Ouais, ouais. passé avant Les préquels, les les séquels. Star Wars? Ah ouais. Puis les sequels, ben, c'est les suites. Tu sais. Ouais. Fait que parfois, ben, ils s'arrogent le droit de prendre soit ton prequel, soit ton sequel. Hmm. Puis là, tu n'as pas nécessairement envie, tu sais, si ça se passe mal, puis tout, mais tu as conservé le droit au publisher de faire la suite. Puis parfois même, il y a des clauses où ils disent si ça ne fait pas mon affaire,
je prends ton moteur de jeu. Moi, j'essayais toujours de protéger le moteur de jeu. Le moteur, ouais. Parce qu'ils disent, tu vas me fournir tout ton code, ton code source, puis ton code objet. Puis, si jamais ça va mal, ben moi, j'ai le droit de finir le jeu moi-même ou de le faire finir par une tierce partie. Puis en plus, j'ai le droit de faire des prequels puis des sequels. Fait que là, t'es comme, hey, c'est comme si tu te faisais voler ton truc, puis arrêtez! Ben là, tu as signé. T'sais. Puis, donc, il y a des choses comme ça qui sont très fragilisantes. Bon, j'en ai parlé plusieurs fois, là, à quel point ils vont s'ingérer. Il y a des moments où l'ingérence est bonne, il y a des moments où l'ingérence est malsaine. Parfois, le droit applicable, c'est drôle, mais moi, j'essaie toujours de me battre pour dire je ne suis pas sûr que ça me tente d'aller me battre à Singapour. T'sais. Est-ce qu'on pourrait prendre de l'arbitrage à New York? Après ça, ben, comment les versements vont être faits? Il faut bien que les versements soient synchrones avec nos étapes de prod. Il faut pas, les gens souvent négligent que le cash flow suit. Puis là, tout à coup, si tu as une grosse équipe parce que tu as un gros projet puis tu as des gros versements qui arrivent, ben, si tu as mal planifié ta prod, ben, tout à coup, tu vas manquer d'argent. Et c'est dur, manquer d'argent. Là. Tu dis aux employés, excusez-moi, la semaine prochaine, on va manger du craft dinner parce qu'on ne pourra pas faire les payes. Puis là, il y a des gens qui s'en vont, là. Ils disent, moi, je ne reste pas ici, là. Surtout à l'époque où il y avait pénurie de main-d'œuvre. Je disais, moi, tu me sautes une paye, je sauve qui peut. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Il y a plein. En fait, on aurait pu faire un truc sur les contrats seulement. Mais... Même rien que les contrats seulement, on pourrait en parler pendant 1 heure aussi. Oui. Là, et je regarde mes questions et ça tiendrait facilement l'épisode là. C'est plutôt une question, donc on va éviter de rentrer dans les détails, c'est pour chaque contrat, mais c'est plutôt ok, à quel moment se faire accompagner vraiment pour les contrats, enfin accompagner juridiquement. C'est outre les contrats, parce qu'il n'y a pas qu'une question de contrat, il y a aussi une question juridique. J'ai envie de te dire, c'est plutôt possible, mais il y a quand même des moments un peu charnières où faire attention. Ben, juridiquement, tu commences, ça te prend des avocats pour t'incorporer, ça te prend des avocats pour ta convention d'actionnaire, ça te prend des avocats pour tes contrats d'emploi, ça te prend des avocats. Tu sais, je veux dire, c'est là. Si tu veux protéger ta propriété intellectuelle, si tu veux faire de la R&D, puis tout à coup, tu découvres que tu aurais un brevet, ben, tu as des compagnies comme Robic qui vont faire ça. Tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Tu sais, moi, je suis un négociateur. Là. Maintenant, je ne suis plus un avocat officiellement. Fait que parfois, ben, s'il y a une question juridique pointue, moi-même, je vais demander à un avocat. Fait que donc, il y a mais c'est épisodique. Tu n'as pas besoin. Les gros studios AAA ont des avocats à temps plein. Oui. Mais si tu es une start-up, ben, tu y vas, mais il y a comme des moments clés, comme je viens d'indiquer. Oui, moi, je fais du pouce pour vraiment les jeunes qui démarrent là. Les packs d'associés, les contrats au début sont souvent négligés ou sont faits avec ChatGPT aujourd'hui. Oui. Faire attention quand même là-dessus. Oui, c'est ça. Il y a souvent maintenant des gens. J'ai des clients qui m'arrivent. Bon, ben, j'ai fait faire ça par ChatGPT. Oui, attention. J'en vois beaucoup. Donc, oui, mais il y a des limites quand même. C'est ça. Quand même là-dessus. Donc, je comprends la mitigation des coûts, puis faire attention aux coûts au début, ça coûte quand même de l'argent en avocat. Exact. Là. Mais il y a quand même tout ce qui est juridique et légal à faire attention quand même, et puis être bien accompagné. Là. Mais moi, souvent, je dis la convention d'actionnaire, c'est bien important. Comme j'évoquais tantôt, il y en a un qui ne travaille plus. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un meurt? Est-ce qu'on veut être associé avec ses enfants qu'on ne connaît pas? Ou bien, si on prend une police d'assurance vie, puis que quand la personne décède, on achète les actions à la succession, puis on rentre les actions dans la compagnie, parce qu'on ne veut pas nécessairement s'associer avec les enfants de quelqu'un. Évidemment. C'est niaiseux, mais c'est des choses qui arrivent. C'est marrant que tu dis ça. Enfin, c'est marrant. Pas la personne qui meurt là. Sinon, c'était plutôt sur le côté de... anticiper, dans le sens, on n'est pas passé par là. Moi, j'étais entrepreneur aussi, j'ai fait énormément d'erreurs, on m'a énormément aidé aussi. Donc, je mets toujours un warning sur faites-vous accompagner. Ça coûte rien d'aller parler à quelqu'un. Enfin, ça coûte de l'argent, là, on s'entend, mais il y a tellement de choses qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne connaît pas encore, c'était pas passé par là. Des fois, tu penses, et je me répète encore une fois, je mets warning sur ChatGPT, parce que je le vois même moi, les entrepreneurs, j'accompagne là, au camp, on va nous voir des fois, et puis j'ai vu ça sur ChatGPT. Ça reste ChatGPT là. C'est générique quand même, donc c'est pas votre cas à vous, c'est pas spécifique. Il y a tellement de cas d'usage et de cas d'application possibles, comme tu as dit, rien que qu'est-ce qui se passe dans tel cas de figure, faites-vous accompagner là-dessus. Là. Je fais quand même... C'est fou à quelle vitesse. Il y a 2 ans, on en parlait à peine. Puis c'est en train de révolutionner tout partout. Clairement, Puis même la production de jeux, ça aussi, on pourrait faire un... CAIM, d'ailleurs, dans quelques semaines, on fait un débat sur l'IA, à qui appartiennent les œuvres. Et puis,
Il y a des gros débats à l'heure actuelle, là. Ah bon, mais on Mm. va avoir un épisode dédié aussi à l'IA, c'est Mm. générative, l'IA en général aussi, parce Oui, que l'IA, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais ça fait 20 ans que ça existe, 30 ans que ça existe, ces algos-là. oui. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'IA Et là, c'est générative, démocratisé c'est très, ouais, largement. surtout les 2 dernières Puis, années, comme tu dis là. exact. Même pour la production, ça avance encore plus vite. Donc, C'est ouais, ça. on pourrait en parler pendant des heures là, Ça aussi, rien oui. que de ça, ouais. Je vais passer rapidement du coup sur l'axe c'est international. Je sais que je voulais quand même garder un moment pour parler de ça là. Donc l'axe 5, c'est penser international et activer son réseau. C'est niaiseux comme question, c'est un peu simple comme question, mais pourquoi penser international, c'est devenu indispensable aujourd'hui, J'ai selon toi? envie de te dire, ça l'a toujours été. Très bon point pour commencer, ouais. Parce que jamais, jamais on n'a pu se contenter du marché québécois ou canadien. Et c'est par essence le coût du produit pour l'amortir, puis pour faire des profits, ça nous prend le marché mondial. Donc, moi, depuis le jour 1, puis d'ailleurs, mon jour 1, c'était de négocier avec WordPerfect de Salt Lake City aux États-Unis, ben, c'était déjà international, tu sais. Donc ça, Puis, on s'est retrouvé donc à dire, c'est là, le marché, c'est le monde. Après, trouver où dans le monde, c'est ouais, pas toujours c'est autre évident. chose. Moi, je me souviens, je suis allé au Japon à quelques reprises, puis je me suis fait quelques potes là-bas. Puis à un moment donné, je présentais fièrement un jeu qu'on avait fait, puis j'avais dit à mon ami japonais, j'étais à Tokyo, j'ai dit, ça, cette animation-là, là, vraiment, je suis parfaitement fier, puis je suis certain que ça va marcher au Japon. Là, mon ami, il met sa main sur sa bouche. Là, je dis, comment? Tell me, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Là, il remet sa bouche, puis il fait, non, non. Ouais, dis rien. Là, j'ai dit, hey, ça fait 5 ans qu'on se connaît, dis-moi. Il dit, Your animation is so funny. It will never work in Japan. Puis là, il se remet la main sur la bouche. Puis moi, j'ai fait, OK, wow. Ok. J'ai tout à fait mal perçu Ouais. les critères esthétiques japonais qui, en plus, on le sait, sont des rois de l'animation dans leur genre, des reines de l'animation. Tu sais, 100%. alors, je m'étais retrouvé dans une espèce de cul-de-sac où donc, fait que oui, marché mondial, mais où? Ouais, Tu sais, la Chine, en ce moment, beaucoup de gens disent, hey, je veux rentrer en Chine. ouais. Oui, OK, cause toujours parce que ça se peut, premièrement, trouver un bon partenaire, Ouais, ça va. puis deuxièmement, que ça convienne au goût de là-bas. Tu sais. Fait que donc, autant, parfois, c'est difficile de négocier parce qu'on se trompe sur la façon d'approcher. Moi, l'exemple, les Européens du Nord, là, une fois, j'avais un gros débat avec eux, puis j'ai comme exprimé fermement mes positions. Puis là, les gens autour de la table de la compagnie me disaient, là, tu y vas fort, tu sais. J'ai dit non, eux, ils veulent la vraie affaire. Ben, ils étaient super contents que je leur parle, puis on dit, ah, OK, this is clear, tac, tac, tac. Mais si tu fais la même chose en Asie parfois, eux vont dire, hey, moi, tu me fais perdre la face. Ou bien ils vont dire oui, mais c'est pas un oui. Puis en tout cas, il y a toutes sortes de signes incroyables. Mais bref, donc l'international, c'est aussi une ouverture d'esprit, une générosité, une humilité. Tu sais, souvent, ils disent, les Américains, ils débarquent avec leurs gros sabots. Tu sais. The American way of life, c'est the only way to live. Puis les gens sont comme, hey, calme-toi, là. On Ouais, va prendre le temps, on va prendre l'apéro, puis on va luncher ensemble, puis après, on fera des on va affaires. en Tu sais. parler après. Puis souvent, mais avec des Américains, tu vas avoir une tape dans le dos. Hey, my friend! Puis là, tu es comme, hey, c'est après qu'on se voit, là. T'es mon friend. Puis là, tout Ouais, à bien sûr. coup, oups, tu frappes un mur. Ouais. Tout à coup, l'intimité s'arrête soudainement à un lieu que quelqu'un qui dirait au Québec, hey, mon ami, tu continuerais, tu sais. Fait que bref, ça c'est fantastique. Moi, c'est une de mes fascinations, lire. J'ai lu Edward T. Hall, un entrepreneur, un anthropologue que je suggère à tout le monde, qui a écrit La dimension cachée de Silent Language, puis qui t'apprend à traiter avec les autres peuples, tu sais. Puis c'est bien important. Je pense que tu as très bien résumé, c'est culturellement, c'est les différences culturelles, là. Oui, Et, tant pour un marché, tu sais, quand tu veux toucher un nouveau marché, tu dis oui, je connais le marché parce que j'ai vu des études. C'est quand même quelque chose d'autre, mais encore plus pour gérer des relations business, là. oui, J'ai travaillé avec des gens d'Asie aussi, des gens au Japon. Tu penses faire bien, mais tu t'es c'est pas dans ça. les codes, là. Tu sais, Euh, ça prend du temps de rentrer là-dedans. Se faire accompagner, c'est pas un partenaire sur place ou quelqu'un, parce que c'est très particulier. Tu sais, oui, on se rend pas compte, je crois que tu l'as dit, là. oui. Les différences culturelles sont importantes. Oublie pas d'enlever tes souliers au Japon. On est d'accord, oublie pas surtout. On le mettra en référence. Euh, Justement, en parlant d'international et de réseau, c'est comment un jeune studio il peut commencer à bâtir un réseau à l'international? Déjà, quand tu as peu de moyens, ben, va aux shows qui sont les plus près de chez toi. Tu sais. Hmm.
Donc, au Québec, allons au MIGS, puis au MIGS, on va voir plein d'invités internationaux. Ouais. Il y a XP à Toronto qui est intéressant aussi. Quand on commence à avoir un peu plus d'argent, ben là, on peut aller à PAX, à Boston. Tu sais, fait que géographiquement, on s'étend tranquillement en fonction de nos moyens financiers. C'est sûr que l'idéal, c'est d'aller à Gamescom. En ce moment, Gamescom est en train d'ailleurs de prendre de l'ampleur au Ouais. point qu'il fait de l'ombre à GDC. Oui. Mais donc, Gamescom en Europe, quand tu peux aller là, c'est la grand-messe, c'est là que ça se passe. Clairement. Donc, si tu es capable, ben vas-y. Paris Game Week est plaisant pour les petits. Évidemment qu'aller faire un tour en Asie, ben, ça donne bien des leçons d'humilité, comme je disais. Alors, ça vaut la peine quand on peut. Puis, il y a eu des programmes gouvernementaux qui aidaient, qui payaient la moitié des dépenses. Fait que quand tu es capable d'accéder à ça, là, il y a eu des coupures récemment, mais parce que moi, j'aidais souvent les gens, je les amenais en mission, puis on avait à la clé une subvention. Puis en plus du coaching, ils étaient très contents. Là, c'est supposé revenir. Bon, il y a des cycles. Ça, c'est C'est ça. c'est Mais cyclique. donc, commençons par les petits shows Ouais. près de chez nous. Puis avec le temps, ben, on finit par, on sert des mains, il y a des cocktails, toutes sortes d'activités où on peut se faire connaître, quoi. Comme je dis toujours, il faut que les gens sachent que tu existes. Sortir de chez soi, Oui, c'est un mot d'ordre chez moi aussi. Là, puis on n'est pas très loin, c'est frontalier avec les États aussi. En fin de compte, c'est les DICE de ce monde. New exact. York, il y a quand même souvent beaucoup de choses. Donc... Mais comme tu dis, rien que le mix, il y a eu un sacré. Ben oui, Il y avait beaucoup de nationalités l'année passée, là, en 2025. exact. Donc c'était C'est vraiment ça. c'est un très bel événement. Mix est de retour en force. Ouais, cette année, il y avait du monde. Oui, C'était du monde international. C'était exact. vraiment le fun. J'ai rencontré plein de monde aussi, Oui. tant des Japonais d'ailleurs que du monde d'Asie. Donc c'était vraiment le fun. Mm. Euh, Dans l'émission, justement, parce que tu en as fait beaucoup, c'est international, et puis les événements à travers le monde, quelles erreurs un studio que les studios font souvent peut-être? C'est que ça peut-être, enfin souvent, que tu as pu voir, c'est une erreur à faire. Bon, j'ai quelques idées là-dessus aussi, mais je veux t'entendre là-dessus. Donc, ouais, en Mais événement, c'est long. quand on va à une foire commerciale, il faut se préparer Hmm. d'avance. Là, on est quoi, le 29 Euh, janvier aujourd'hui? ouais, Ben, j'ai déjà 4 rendez-vous bookés pour GDC début mars. Là. Puis dès que ce qu'on appelle Meet to Match va sortir, Meet to Match, c'est comme une dating app, là. ouais, Puis on peut, là-dedans, on voit les gens qui assistent au show. Puis c'est une espèce d'agenda électronique, somme toute, où on vend notre salade, puis on rencontre les gens qu'on pense avec qui on va avoir des bonnes affaires, des accointances, puis Alors, à ce moment-là, il faut commencer le plus tôt possible. Les publishers les plus courus, exemple Team 17, là, ben, même un mois avant le show, pense-y pas. Ils sont déjà bookés. booké, ouais. C'est fini. Fait que l'erreur que les studios font, moi, j'ai vu des studios débarquer à San Francisco, puis bon, ben, je vais prendre des rendez-vous. Ouais. Je suis comme, désolé, trop tard. Si tu veux rencontrer des gens, ça va être dans un cocktail par hasard. Si tu veux prendre des rendez-vous formels, ben, prépare-toi longtemps d'avance. Après, ben, prépare aussi ton discours. Qu'est-ce que tu vas vendre? Comment tu attires? Moi, je dis souvent aux gens, puis parfois j'ai changé des vies, entre guillemets. Il dit, personne ne veut me rencontrer. Là, je dis, mais qu'est-ce que tu écris dans ta dating app? T'sais? Comment tu te décris C'est de pour séduire? Fait que là, ils me montraient leur message. Je disais, ben non, là. C'est bien trop long, tac, tac, tac. Regarde à qui tu parles aussi, si ça l'intéresse, ce que tu racontes. Puis là, je faisais synthétiser les choses. Puis, soudain, les rendez-vous venaient. Donc, comment tu te présentes, puis quand tu prends tes rendez-vous, c'est deux des lieux où il y a les plus grandes erreurs. Aussi, parfois, il faut faire attention. Ça peut être très fatigant, ces shows-là, parce que ça commence très tôt, puis ça peut finir très tard. Fait que, essaye, quand tu as les moyens, de ne pas vivre trop loin de la place, puis d'avoir un hôtel propre et pas trop bruyant, t'sais. Parce que ça peut devenir carrément épuisant. T'sais, moi, j'ai parfois 15 rencontres par jour, là. Fait que le soir, je me couche, puis le matin, là, je prends un bon déjeuner, puis ce que je veux dire, il faut faire attention à soi quand on va à des places comme ça. Ça aussi, c'est une autre erreur. Il y en a, comme on dit, là, c'est le party. Hey, bar ouvert. Ils se pètent la face, mais ils sont finis pour la semaine. Il n'y a plus personne. Non, je Ouais, l'ai vu aussi à Gamescom. ouais, Tu commences dès le premier soir comme ça, et puis ouais. impossible de rattraper la C'est semaine. ça. C'est un point qu'on oublie souvent, tu sais, Donc, mais discipline. Moi, je fais un peu de sport aussi, puis ok, c'est bien important. faut que je me remette aussi au sport là. J'ai problème de dos. Mais ouais, c'est très bon point. C'est préparer en avance, savoir pourquoi on y va aussi. Tu sais, j'ai vu plein Ben de oui, gens aller à des salons et puis me dire, bah en fait, je viens parce que c'est un grand salon.
Oui. Ça coûte de l'argent, tu sais, mine de rien. Chez DC, je fais pas le. Même pareil pour en Europe, la Gamescom, quand tu bouges, ça coûte un sacré Ben billet. Et oui. il y a des gens qui y vont juste pour se promener là. Ça n'a pas de Ben oui. but dans la tête, t'es sûr que tu veux venir. Très bon point là-dessus. Et ouais, je crois on s'oublie souvent soi-même de s'écouter un peu. Oui. C'est genre, rien que le mix, là, tu sais, je vais être franc avec toi, moi, j'habite à 4 minutes là sur le Vieux-Port. Bon. Ben Et voilà. en fin de compte, j'étais quand même brûlé là. C'est les 2 jours, C'est ça. pareil, 15 rendez-vous par jour là. Plus au soir, t'enchaînes, tu vas boire un verre, bref. Tu peux vite commencer. Les 2 jours m'ont fatigué là. Voilà. Mm. Non, je te file à 100% là. Sur le, je vois sur l'international, de ton côté, est-ce que tu as d'autres points à amener sur l'approche? Tu sais, on a parlé des différences culturelles, donc faire attention un peu comment on traite. Moi, je recommande souvent de se faire accompagner, ça dépend les pays, tu sais. Euh, j'ai eu des gens qui ont géré eux-mêmes leur relation avec leurs publishers, Oui. avec des publishers en Asie, ça s'est pas super bien passé, parce qu'encore une fois, les différences culturelles fait que, bah, en fait, ça bloque. Ouais, ouais, je pense qu'on y a répondu, mais c'est quelle différence culturelle? Mais on y a répondu tout à l'heure. On a répondu un peu tantôt, mais je veux plutôt t'entendre, toi, de ton point de vue. Là, c'est pas une question, c'est une question ouverte. Ça vient de toi. Qu'est-ce que toi, t'amènerais comme warning ou plutôt genre de conseils pour l'international? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça ne l'est pas pour un studio? Quand ça le devient? Quand ça ne le serait pas? Bref, au global, ce sera quoi ton... Ben, idéalement, premièrement, on va voir l'information au maximum sur à qui on a affaire. Le studio. Exemple, récemment, avec un client, je l'ai aidé à signer avec Funcom. Ouais. Puis là, je dis au client, est-ce que tu sais qu'on est en train de signer avec Tencent? Puis le client, il dit non. J'ai dit, ben oui, Tencent a acheté Funcom. Moi-même, je ne le savais pas au début. Ouais. Je disais, ah, c'est des Norvégiens. Tu sais. Fait que donc, allez voir, tu sais, l'histoire, carrément l'histoire du studio. Aussi, ben, connaître minimalement le pays où on s'en va. Hmm. Moi, je vais donner un exemple. La première fois que je suis allé en Allemagne, j'étais j'étais un peu confus avec les trains, puis on est fatigué, puis c'est difficile, hein, parce qu'on a le jet lag, on arrive, on est crevé, on a passé la nuit en avion. Puis l'hôtel, tu peux pas y aller avant 3 heures de l'après-midi. Ça t'est, Fait qu'on devient un sans-abri pendant quelques dans un semaines. pays étranger pendant plusieurs heures. Tu sais. Mais à un moment donné, j'arrive pour prendre mon TGV, puis là, je trouvais pas le quai. Je m'en vais voir au guichet, puis là, il y avait un mec, puis sa collègue, puis il potinait, comme on dit en québécois. Tu sais. Fait que là, j'arrive devant eux, puis je dis, sir, je vais manquer mon train. Il me regarde. Il dit, tu vois pas que je parle à elle? Il est au service à la clientèle, tu sais. Ouais. Il dit, tu me laisses finir ou tu vas vraiment le manquer, ton train. Puis là, je suis comme, quoi? Finalement, il termine sa conversation, puis il me dit, what do you want? Puis je cherche le quai, machin truc, puis là, je m'en vais. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Puis finalement, j'ai appris sur l'Allemagne, puis je dis pas que tous les Allemands sont comme ça, je dis jamais des choses comme ça, mais il y a une rigidité, puis un ordonnancement Ouais. dans les choses. Puis si tu as lu un peu sur les mœurs qu'on appelle, tu sais, c'est des tendances. C'est pas parce que tu vis au Québec que tu bois du sirop d'érable le matin, tu sais, mais je veux dire, bon, ben, ça fait partie des mœurs d'en prendre. Bon. Fait que là, apprendre ça, ben, ça fait du bien, tu sais. Je te racontais qu'à Tokyo, ben, j'ai dit, je vais goûter des Big Mac, voir si ça goûte pareil comme chez nous. J'achète mon Big Mac, je sors dehors, je commence à le manger dans un parc. Tout le monde me regardait comme si j'étais un pestiféré, tu sais. Là, j'avais envie de dire, ils ne voient pas des blancs souvent. C'était pas ça du tout. C'était, mec, tu manges dehors. Quel odieux personnage tu es. Ouais. Fait que, donc, il y a un minimum à apprendre sur les lieux où on va, comment ça fonctionne, les transports en commun, les erreurs à ne pas faire. Il y a des erreurs terribles qui peuvent tout saboter. Ouais, je pense qu'on pourrait même prendre un épisode entier pour parler de tes anecdotes, là. Pour le coup, ça serait intéressant d'ailleurs. Mais ouais, on en a parlé des différences culturelles et juste te renseigner sur le pays où tu vas, Oui, sur les personnes avec qui tu parles aussi là. oui, c'est ça. J'ai vécu aussi des gens qui viennent te parler, puis en fait, c'est eux qui te demandent rendez-vous. Mm. Ils savent pas du tout de quoi ce que tu Non, fais, exact. ce que Moi, je vais j'aime. aussi sur LinkedIn, je ne l'ai pas dit, Bien mais sûr. je vais lire Oui. les études de la personne. Parfois, là, je suis tombé sur des gens, puis je dis, toi aussi, tu as fait ton droit, puis tu as lâché pour le jeu vidéo. Ça rend la chose sympathique. Ouais. Il faut, Crée du le lien. plus qu'on peut, créer des liens émotifs. Tu sais. J'ai vu sur Facebook que tu avais 3 enfants. Moi aussi. Ouais. Tu as un chien. Moi, j'en ai 2. Puis, il ne faut pas arriver comme ça. Tu Pour sais. la business tout de suite. Tu commences dans une rencontre d'affaires. Comment vas-tu? Il fait chaud aujourd'hui, hein? Je sais pas. L'année passée, c'était pas comme ça. Puis
Toi, tu viens de Ouais. Washington? Ah oui, je suis déjà allé, là. Il y a un très bon restaurant éthiopien. C'est la première fois que je mangeais avec mes mains. Puis tu pars, tu sais. Mm, Écoute, tu sais, je le dis tant mes entreprises en accompagnement dans des studios, mais que la technologique, là, tu sais, le business, ça reste de la relation humaine, là. Tu sais, c'est alors, tu ça. parles à un humain en face de toi, Exact. avant même de lui vendre quelque chose, apprends à le connaître un peu, puis à le charmer, là, comme on dit, Oui, mais juste t'intéresser à lui. exact. Et j'ai plus qui disait ça, mais fais-toi d'abord des amis, et après ça, tes amis diront jamais non, tu sais. Mm, Donc, bref, tout est une question c'est de. ça. C'est les relations humaines, on est Ben des moi, humains. je dis souvent, si tu l'as rencontré en personne, la personne, Ouais, c'est bien rare qu'elle va te ghoster en après. plus, qui plus est. Je suis complètement C'est, d'accord avec toi. Ça c'est, crée du lien, ouais, ouais, clairement. euh, Mais écoute, on va commencer à clore là-dessus parce que je ne veux pas prendre plus de ton temps là. C'est certain, je pense qu'on fera un deuxième épisode si jamais t'es partant pour avec grand tellement de plaisir. choses à dire. Ce serait super fascinant de t'écouter sur le reste et de pas perdre le fil pour le coup. Une inside, ouais. Et le Ninja, on le gardera pour l'interne. Pour terminer, est-ce que tu aurais une ressource toi à recommander? Ça peut être un jeu, tu sais, mais un outil, un livre, un talk, quelque chose que tu as dit tout à l'heure. On a parlé de ressources aussi pour rester un peu. Ben, c'est drôle quand j'ai vu que tu allais me poser la question. Ouais. Moi, j'ai écrit la préface d'un bouquin qui vient de sortir, Oh, ok. qui a été écrit par un professeur italien, puis un de mes anciens collègues chez Frima, John Henley, que je salue et que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Game Business Guidebook. What Très to cool. do when nobody wants your game. Puis pour les indies, puis j'ai accepté de le préfacer parce que je le trouvais bon, Génial, puis pertinent. Je l'ai lu, puis j'ai passé des commentaires. Puis génial. c'est exactement le genre de bouquin que quelqu'un qui commence se doit de lire presque. Génial. Bah, écoute, on mettra le lien dans la description aussi. Oui, Génial. Écoute, Pierre, je te remercie beaucoup pour l'échange. C'est c'est super un grand intéressant. plaisir. Je me rappelle, j'ai encore tellement de questions à te poser, tellement de points à voir avec toi, mais c'était vraiment super. Je suis content d'avoir traité les sujets aujourd'hui, c'est comme la gestion d'un studio, comme dans la durée, les décisions business, qu'est-ce qui fait la différence. Culturellement parlant aussi, si on oublie un petit peu les différences culturelles avant même de parler, genre vendre son jeu, là, c'est juste gérer tes relations business avec tes partenaires et surtout les erreurs à éviter. C'est quand Oui. on veut démarrer. Il y en aura toujours là, mais dérisquer au maximum, évidemment, comme on l'a dit. J'espère que cet épisode aura permis à celles et ceux qui nous écoutent de prendre du recul sur leur propre situation, pour ceux qui sont déjà à cette place-là, mais qui veulent y être aussi, de mieux comprendre les enjeux business. Et je me répète, on l'oublie souvent dans le jeu vidéo, genre, vous êtes créatif, on aime faire des jeux, mais ça reste du business à faire avant tout, et il faut structurer l'entreprise le plus tôt possible pour qu'elle soit viable dans le temps. Bref, ça nous a permis de prendre, d'avoir du concret, de repartir avec des clés, des astuces, et de sécuriser pour faire grandir leur studio. Encore une fois, merci pour ton temps. Vraiment C'était un content grand plaisir. Puis j'espère que ça va aider les gens parce que quand on s'organise bien, c'est une vie extraordinaire avec des gens extraordinaires du monde entier. Puis on peut avoir beaucoup de plaisir tout en travaillant. Moi, depuis que je suis dans le milieu, j'ai tellement d'amis à travers le monde, c'était vraiment génial. Donc écoute, tu as eu le mot de la fin, je vais te laisser le mot de la fin encore une fois. Avant de se quitter, tu viens de le faire, donc écoute, merci beaucoup. Je vous laisse nous suivre sur nos différents réseaux. J'ai plus un nom exactement, donc on mettra les liens là. Je demanderai ça au montage, donc Instagram, les YouTube, etc. quand on sort ça. Et puis on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode de Cool Be Better. Merci, Regino. Merci Pierre.